cité écologique, l'idée c'est de créer un mode de vie en harmonie avec l'environnement, mais d'abord et avant tout en harmonie avec les gens qui nous entourent. Et c'est là le plus grand défi, c'est de réapprendre à vivre ensemble. Pour le premier arrêt de notre projet, nous avons choisi d'aller pendant 3 semaines à l'éco-village de la cité écologique de Ham-Nord, au Québec. Nous avons travaillé dans les jardins en échange des repas et du logement. Un éco-village est le lieu de vie d'une communauté ayant pour but de devenir plus durable sur les plans écologique, social, économique et culturel. Il en existe une grande diversité en fonction du contexte sociopolitique et des valeurs partagées au sein de la communauté. L'ONU décrit les éco-villages comme faisant partie des communautés les plus durables de la planète et invite à utiliser cette approche pour éradiquer la pauvreté, restaurer l'environnement naturel et assurer les besoins humains fondamentaux. En ce qui nous concerne, nous étions intrigués par ce mode de vie et d'organisation. En effet, comment réussir à vivre ensemble de manière aussi étroite quand on vit dans une société individualiste ? Quelle place est donnée à la vie privée ? Est-ce que vivre en communauté, c'est se couper du monde ? Est-ce que c'est vraiment un mode de vie plus durable ? Jusqu'à quel point une communauté peut-elle devenir autosuffisante ? Actuellement, à la cité écologique à Ham-Nord, on a à peu près 85 personnes résidents permanents, de nos jeunes enfants là, qui ont 3 mois, le plus jeune, jusqu'à 87 ans pour notre aîné. L'éco-village s'étend sur 700 acres de terrain. On utilise vraiment la bande comme une centaine d'acres où il y a plus des résidences, les chemins, les entreprises, etc. Le reste, c'est la forêt. Un volet qui est important pour nous, pour le côté écologique, c'est de prendre soin de notre forêt, prendre soin de la forêt qui nous entoure, qui nous nourrit. Pour ce qui a trait à la sphère du travail, chacun d'entre nous, on a un poste, soit une entreprise, soit un organisme, soit un secteur d'activité, dans lequel on donne à peu près 38 heures de travail par semaine. Au-delà de ça, c'est sûr qu'on a des temps de travaux communautaires pour prendre soin de notre terrain, mais aussi pour faire des rencontres, pour faire des activités communautaires. Là, ça, c'est à peu près 8 heures par semaine. L'histoire de l'éco-village a démarré par le rêve d'un jeune homme qui avait 7 ans, qui rêvait de bâtir une école à laquelle lui aimerait étudier. Alors l'idée de bâtir tout un village pour élever un enfant, c'était vraiment ça le rêve qu'il portait. C'était un projet de camp d'été qui, à la suite de cette expérience-là, les enfants ont convaincu leurs parents de déménager sur place. Alors c'est en janvier 1984 que les parents se sont rassemblés pour bâtir les bases du projet éducatif et du projet écologique, bien sûr. On a levé les murs. À centaines de personnes, on a levé les murs avec des bâtons. On l'a vraiment construit. Les familles n'étaient pas toutes dans la maison du centre parce que c'était pas assez grand non plus. Fait qu'il y en avait qui vivaient... on avait loué des maisons au village, puis dans les environs. Puis en tout cas, on s'était vraiment organisé avec les moyens du bord. Au début, oui. Puis tout le monde a mis tout leur bien en commun pour construire ce projet-là. Ça a pris 1 année avant de construire tout ça. Ouais. Mais le bâtiment au complet, ça a pris 2 ans. Mais le bas, on l'a terminé, puis on a quand même pu vivre au début au rez-de-chaussée, le temps qu'on finisse le deuxième aussi. Déjà en partant, l'objectif du fondateur, c'était aider des enfants qui avaient expérimenté dans un camp d'été cette forme de pédagogie-là. C'était vraiment d'installer une pédagogie qui est proche de la nature, qui est vraiment en lien avec la nature. Et puis de développer la conscience aussi. La petite porte ici, le petit toit, la petite piscine. J'ai mis des petites roches dedans pour faire comme une petite piscine. En plus d'être une école qui suit le programme,
c'est vraiment une école qui va nous offrir un développement personnel très poussé, qui va nous aider à devenir une meilleure personne. L'éducation est centrée sur le triangle cœur, intellect, volonté. On essaie de donner à chaque enfant un équilibre dans son propre triangle. Ses émotions, ses actions, son côté cognitif. On ne va pas juste donner de l'instruction, mais l'éducation va compter beaucoup. Beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de faire tout mon parcours scolaire sur place ici. Une des grandes particularités qu'on a à l'école et que moi j'ai énormément apprécié, c'est la pédagogie par projet. D'avoir vraiment la chance d'intégrer tous nos apprentissages dans des activités concrètes qui en plus vont servir à la communauté. Je trouve que l'éducation est vraiment extraordinaire parce qu'on fait non seulement les matières qu'on est supposé faire pour passer notre secondaire 5, mais on peut aussi apprendre des vrais métiers, faire des stages en couture, en cuisine, puis vraiment apprendre un peu comme l'école de la vie. À l'école, on a des pédagogues, des professeurs, mais on a aussi des chargés de projet qui sont des gens de la communauté qui vont partager un apprentissage X. En tout et partout, le ratio d'intervenants versus le ratio d'élèves, c'est pas mal du 1 pour 1. Puis les enfants apprennent énormément. En plus, ils apprennent qu'ils font partie d'une grande famille, qui ont un rôle à jouer, qui peuvent collaborer, qui peuvent aider, qui sont importants. Je pense que le principal aspect qui rend notre éducation alternative, c'est l'implication des parents dans l'école. Parce que, au point de vue de ce qu'on apprend, c'est la même chose que tous les autres élèves dans la province, et on n'a pas le choix. Mais par contre, les parents sont très impliqués, puis pas juste les parents, toute la communauté. Je me souviens, on s'est fait donner des cours d'art par un homme qui était très bon, un artiste très bon en peinture. On s'est fait des cours de théâtre par une autre personne qui était excellente en théâtre. On en a eu beaucoup. Chaque personne a donné un peu d'eux pour apprendre aux jeunes. Hey, ton auto dans le chemin, là, et en plus... Les enfants terminent leur 5e secondaire autour de 17 ans. Et puis à ce moment-là, on leur présente la possibilité de choisir un secteur de travail dans lequel ils peuvent aller explorer les différents postes, puis les différents travaux qu'il y a à faire, les choses qu'ils peuvent apprendre. Puis les jeunes, on va toujours vouloir essayer de leur donner des responsabilités, de leur donner un peu du pouvoir, mais des responsabilités pour qu'ils se sentent vraiment considérés puis qu'ils sentent qu'ils apprennent. Quand ils ont fait le tour, puis qu'il y a vraiment quelque chose qui les attire beaucoup, ils ont la possibilité, s'ils en sentent le besoin, puis si c'est nécessaire au niveau de leur pratique de ce travail-là, de s'inscrire à l'université puis de poursuivre des études. Alors, les repas communautaires, il y a une équipe de cuisine qui, en fonction des légumes disponibles ou des légumes qui sont achetés, va mettre au point des repas pour la communauté. Il va y avoir un service de repas offert au dîner à tous les jours. Alors, un choix qu'on a fait en vivant ensemble, c'est de mettre en commun des services et de mettre en commun des espaces. Alors, on a un centre communautaire où tous les membres de l'éco-village peuvent avoir accès, où il y a une grande cuisine, où il y a une salle à manger, mais également où il y a une pièce d'épicerie. Alors, on a créé un groupe d'achat où on partage l'alimentation de base. Alors, le type d'agriculture qu'on fait ici, c'est surtout la culture de légumes, c'est-à-dire l'agriculture maraîchère. On a commencé à faire un peu de culture céréalière, mais c'est encore à l'étape de voir si c'est réaliste sur nos terres. Depuis le début, on a toujours eu notre ferme, puis on a toujours produit une grande partie de nos légumes. Nous avons 5 serres, dont 4 en production. Ces serres-là, il y en a 2 qui sont faites pour avoir la culture en hiver, avec une toile double par-dessus. Il y en a une des serres qui est chauffée. Les autres serres ne sont pas chauffées.
Alors l'alimentation dans l'éco-village, c'est très important. C'est sûr que c'est une des façons qu'on voit le plus directement notre empreinte sur l'environnement. Ce qu'on peut produire localement, on encourage le plus possible de supporter la production maraîchère sur place, la culture de certains fruits. Par la suite, on regarde vraiment dans la région qu'est-ce qui est possible de trouver. Alors, dans notre cuisine communautaire, il y a beaucoup de produits qu'on essaie de transformer sur place pour les garder à l'année. Ça va aller avec les productions des jardins ou justement des choses qu'on est capable de trouver dans la région et qu'on peut transformer pour garder pour l'hiver. On fabrique notre propre pain dans notre boulangerie sur place. Depuis le début, ça a été aussi, avec la production de légumes, ça a été important pour la majorité du monde ici d'avoir notre propre pain. À peu près la moitié de ce qu'on produit va à la communauté et le reste est vendu localement pour subvenir aux dépenses de la ferme. Puis quelquefois aussi dans la saison, on participe à des activités un peu comme des marchés ou la journée porte ouverte où on peut vendre nos légumes aussi directement à du monde. Dans la ferme, on est 4 personnes à temps plein. Puis après ça, on a aussi les stagiaires qui viennent nous donner un super coup de main et qui sont toujours très appréciés. Le fait qu'on fait beaucoup de rotation de culture en biologie, c'est une façon justement de contrôler pour pas qu'il y ait trop de maladies, trop de problèmes au niveau de nos cultures. Même si on a une culture qui marche moins bien, ça fait partie pour nous de la saison, puis on vit avec. Mettons, on n'essaie pas de se battre contre la nature trop. Là. On essaye de ne pas avoir à utiliser des pesticides, même s'ils sont acceptés en bio, parce que souvent ces pesticides-là peuvent affecter aussi d'autres insectes qui peuvent être bénéfiques pour les cultures. L'équilibre va se faire relativement bien si on maintient l'environnement le plus en santé possible. Donc, plus la façon de gérer les maladies ou les insectes, c'est vraiment on donne une pause d'un légume qui est ravagé ou qui est attaqué, puis après un certain temps, ça redevient intéressant. Pour cultiver nos légumes, on fait notre propre compost. Notre compost est fabriqué à partir de ce qu'on a sur place, c'est-à-dire principalement du foin, des copeaux de bois, des déchets de table, puis un peu de fumier de poule, parce qu'on a des poules depuis quelques années. On a le poulailler ici, qui il est vraiment nouveau, il a été construit l'année passée. Donc, il est très bien isolé. Puis les poules, elles-mêmes, l'hiver, elles chauffent le poulailler complètement. Là, même s'il fait moins 30, là, la fenêtre peut rester un peu ouverte. Puis c'est très bon pour le chauffage. Ensuite, ici, on a une demi-serre dans le fond, qui sert surtout l'hiver pour leur permettre d'aller dehors. Fait que dès qu'il fait soleil, les poules, elles sont toutes dehors au soleil, sont très heureuses. L'été, elles servent moins parce que ça devient trop chaud. Et ensuite, on a 4 sections pour faire des rotations pour que les poules aient de l'herbe tout l'été, sinon elles rasent tout. Donc, à chaque semaine, je les change là, dans une section, l'autre. Puis comme ça, il y en a tout l'été. J'ai en ce moment environ 100 poules. Un peu moins, parce qu'il y en a une couple qui sont mortes. À peu près. Au niveau de la ferme, un des projets qui s'en vient, c'est la ferme pour les animaux, avec l'étable qu'on est en train de construire, où il va y avoir des vaches, éventuellement des moutons, des chèvres. Ici, nous produisons une partie des graines que nous replantons chaque année. À peu près la moitié de ce qu'on plante, ça vient de nos graines. Le jardin de la Rose, c'est un jardin en rond que Jean-Raphaël, qui est notre producteur de graines, c'est lui qui l'entretient à chaque année. C'est là que sont produits une partie des graines que nous replantons l'année suivante.
j'ai comme 4 jardins à m'occuper avec l'aquaponie, que c'est récolter les semences, produire des graines pour la collectivité, donc pour un but être autosuffisant. Ici, c'est un jardin de la rose, c'est comme 6 pétales, donc là, l'année prochaine, ça va être des légumineuses. Après, ça va être des oignons. Après, ça va être des carottes. Donc, voyez un peu le style. Donc, c'est plus facile à suivre. Puis, quand ça donne des bons résultats, ben, on poursuit. Mais c'est sûr, je fais toujours aussi des expériences dans le sol. Nous espérons que cette vidéo t'a plu. Dans un deuxième épisode, nous aborderons les aspects sociaux et économiques de l'éco-village, en parlant notamment de l'entreprise textile écologique de l'éco-village, Respectaire. Si tu ne veux rien rater de notre projet d'ici là, tu peux nous suivre sur Facebook, Instagram et t'abonner à notre newsletter. Nous avons également une campagne de financement participatif sur Hello Asso si tu veux nous soutenir. Tous les liens et toutes nos sources sont dans la description de la vidéo. À bientôt! C'est le meilleur train au monde. Dans l'épisode précédent sur la cité écologique de Hamnor, nous avons abordé le système alimentaire ainsi que le système éducatif, éléments fondateurs de la communauté. Mais vivre en communauté comporte également des défis en termes de vivre ensemble. En effet, 90% des tentatives de communauté échoueraient notamment à cause du PFH, ou de facteurs humains, à l'origine du non-aboutissement de projets collectifs dû à un manque de coopération ou à des tensions entre les personnes. Vient alors la nécessité de la mise en place d'outils de communication et de prise de décision pour transformer ce PFH en son pendant positif, le précieux facteur humain, permettant de dépasser les difficultés et d'intégrer des avis variés permettant d'enrichir les décisions. La question du travail se pose également. D'où la communauté tire-t-elle ses revenus? Les membres travaillent-ils à l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté? Pour illustrer la manière dont la cité écologique traite les enjeux de l'emploi, nous avons eu l'occasion d'observer le fonctionnement d'une des entreprises de la communauté, Respectaire. Cet épisode aborde ainsi les aspects sociaux et de l'emploi à l'éco-village. Vivre ensemble, c'est vraiment le plus gros défi d'une communauté. Le travail, c'est une chose, mais les échanges interpersonnels, c'est ce qui est le plus à travailler dans une communauté. C'est ça qui nous rend plus forts aussi à la longue. Le côté collectif, pour moi, c'est beaucoup lié à un développement personnel aussi. On apprend à vivre avec du monde que dans la société, on ne serait peut-être pas porté à vivre avec. Il faut s'organiser pour être capable de vivre avec, parce que la personne elle va être encore là demain, puis il va falloir que je la côtoie demain. Là. On apprend à dépasser certaines de nos limites, de plus à accepter l'autre comme il est, plutôt que de fuir nos difficultés. Là, on y fait face, puis on les surmonte. Là. Le vivre ensemble, des fois, ça a des défis, mais ça a beaucoup aussi d'avantages. Quelque part, les humains, on est faits un peu pour vivre ensemble. Le défi que c'est que t'es pas tout seul à faire tes affaires, mais il faut que tu sois capable de t'adapter. Les possibilités à réaliser des choses en commun, plutôt que les faire tout seul, sont immenses. Il n'y a pas vraiment de limite. Le vivre ensemble. Moi, je trouve que c'est plein de ressources. Ce que j'aime d'une communauté, c'est que tu vas avoir des expertises différentes. Ça te donne vraiment des opportunités que tu n'as pas quand tu vis dans un monde individualiste. Je trouve que beaucoup, tout est payant. Tu vas apprendre quelque chose, bien là, il faut que tu ailles prendre un cours, il faut que tu payes. Pour moi, c'est vraiment une opportunité d'apprendre plus des habiletés manuelles, puis vraiment des habiletés de comment bâtir un projet similaire, de l'expérience de ces gens-là que ça va bâtir les challenges ou les défis quand on est une vie en collectif.
Je pense que quand tu restes pendant un certain temps en communauté, oui, dans les débuts, c'est important de faire un effort, aller vers les gens, apprendre à les connaître pour briser cette barrière-là. Mais après, tu sais, de aussi accepter que même si on est dans une communauté, que tout le monde a besoin de temps pour soi. C'est pas parce que tu es en communauté que tu dois toujours être avec les gens. C'est juste que le réseau social ou le support social est présent plus facilement. Vivre ensemble, c'est autant appréciable que difficile. On vit ici, à l'éco-village, avec des gens avec lesquels on travaille. Des fois, on partage une maison, des fois, on partage un auto. Des fois, on se voit tous les jours. Donc, des fois, si on n'aime pas quelqu'un, on le voit tous les jours. Vivre ensemble peut être très difficile, mais c'est aussi très le fun. Ça apporte un côté social qu'on a des fois un peu perdu dans notre société. Tous les gens de l'éco-village sont pas mon ami, mais j'ai confiance en tous ces gens-là. Je les vois tous les jours, on partage des belles choses ensemble. Puis il y a beaucoup d'éco-villages qui sont partis puis qui sont arrêtés, puis souvent c'est à cause de ça. C'est l'aspect social, les gens, ils ont de la misère à s'entendre. Pour moi, la cité écologique, c'est un endroit où est-ce qu'on vit ensemble, puis qu'on se partage nos forces, nos faiblesses aussi, mais nos forces pour participer à des projets. C'est intergénérationnel, t'as les parents maintenant, nous on est rendus grands-parents, puis on est proches l'un de l'autre. On a créé nos entreprises, on a l'école sur place pour justement être avec les personnes autour de nous, là. La prise de décision dans un éco-village, c'est très important. C'est un des volets qui nous permet de travailler ensemble. Le grand défi, c'est de rendre ça efficace et inclusif. Alors, on a essayé différentes avenues, puis ce qui fonctionne très bien pour nous, c'est un vote. On fait des assemblées des membres où tout le monde a son droit de vote. Et là, pour les décisions qui ont un impact sur toute la communauté, on demande un vote à 80% et plus. Par la suite, il y a des cercles, des groupes qui vont aller plus dans le détail du sujet, si c'est la ferme école, si c'est la cuisine, etc. Et qui, eux autres, vont avoir leur pouvoir décisionnel pour appliquer la grande ligne, la grande idée qui a été approuvée à l'Assemblée des membres. Je vous donne un exemple, la diète de l'éco-village, elle va être décidée à l'Assemblée des membres. Le menu, ça va être une équipe qui va faire un tour plus de type consensus pour placer le menu de la semaine. Puis ensuite, la cuisinière, elle a vraiment tout droit sur sa prise de décision de comment elle arrange ses légumes pour la recette. Au niveau de la prise de décision est prise par la nouvelle génération, ce qui permet de leur donner le goût de continuer le projet. C'est un peu le défi là, de partir un projet puis de faire en sorte aussi qu'il y ait une pérennité au niveau du projet. Il y a 10 entreprises au sein de l'éco-village qui permettent à tout le monde de travailler sur place. C'est pas interdit de travailler à l'extérieur, c'est sûr, mais on génère plus d'emplois qu'on a de membres dans l'éco-village. Chaque personne de l'éco-village a un salaire venu de son employeur ou de l'entreprise qu'il gère. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à tous les membres de l'éco-village d'avoir une source de revenus qui leur permet de couvrir leurs dépenses. L'idée de partage et l'idée de rendre accessible à tout le monde les mêmes richesses, ça c'est très très présent. Parmi les entreprises principales de l'éco-village, on a une entreprise qui s'appelle Keops International, qui fait la création de produits cadeaux, porteurs de messages, porteurs de sens. On a la ferme bio-maraîchère, qui est notre producteur de légumes et de fruits biologiques. On a une entreprise qui s'appelle Respectar, qui confectionne des vêtements éco-responsables. Respectar, on a commencé en 2007. C'est une entreprise qui appartient donc à des membres de l'éco-village de Cité écologique. On a une boutique ici à l'atelier, donc maintenant à Respectar, on est environ une équipe de 10. Puis on a l'équivalent de peut-être 6-7 personnes qui travaillent à temps plein dans la confection. Je te dirais, le démarrage de l'entreprise, au début, on était un peu dans le moins. Il y a des gens qui ont travaillé fort pour des salaires inférieurs au salaire minimum. Encore aujourd'hui, on se paye, les associés, on se paye environ le salaire minimum ou un petit peu plus. Ici à l'atelier, on fait la taille du tissu. Après ça, on va faire l'assemblage, toutes les opérations pour par exemple faire une chemise ou un t-shirt ou un pantalon. On a toutes les machines ici. Puis après ça, on peut confectionner un vêtement là, de A à Z. Tout le monde habite à moins d'1 kilomètre de l'entreprise. Le matin, je me lève, je marche 3 minutes, je vais à l'entreprise. Pour nous, c'est normal.
Mais ça rentre dans mes déplacements quotidiens causent aucun gaz à effet de serre. Là. Alors que c'est une bonne portion de l'empreinte environnementale de quelqu'un, c'est les déplacements quotidiens là, pour aller au travail, pour aller à l'école. L'industrie textile, c'est quelque chose de très complexe, autant au niveau environnemental que social. Un producteur qui fait pousser une carotte, t'as un distributeur, t'as un supermarché, puis t'as la personne qui mange la carotte. Donc t'as une chaîne d'environ 4. Dans l'industrie textile, on parle d'environ 10, 15 différentes usines. C'est une chaîne qui est beaucoup plus longue et en tant que marque de vêtements, on ne suit pas la chaîne du début à la fin. Nous, on va acheter des distributeurs de tissus, mais toutes les autres étapes, on les a pas suivies nous autres mêmes. Et les problèmes environnementaux sont très, très, très nombreux. L'industrie du vêtement serait responsable pour 10% des gaz à effet de serre mondiaux. Mondialement, on produit environ 150 milliards de vêtements par année, ce qui est beaucoup trop pour nos besoins présentement. Il y a beaucoup de marques de vêtements qui vont brûler des vêtements parce qu'ils en ont juste trop. Ça va trop vite, ils sont pas capables de tout vendre, et puis à la fin de la saison, ils brûlent les vêtements. Nous, on utilise principalement juste des fibres naturelles ou des fibres transformées comme la viscose, le lyocell, qui sont des fibres biodégradables en termes de fibres principales. Mais dans nos tissus, il y a toujours 5, 6, 8% de spandex. C'est une fibre synthétique. C'est un compromis qu'on fait depuis plusieurs années pour avoir des vêtements qui sont confortables. Mais je pense que dans le futur, il faut viser à avoir un vêtement qui est 100% biodégradable. Le matériau qu'on utilise le plus, c'est la viscose de bambou. C'est pas le matériau le plus écologique parce que la transformation viscose peut être écologique ou peut ne pas être écologique parce qu'on utilise, ça nécessite certains produits chimiques hasardeux. Mais on utilise encore la viscose de bambou parce que c'est vraiment le marché qu'on a développé là, depuis le début. Et la culture du bambou, c'est très écologique. C'est la plante qui séquestre le plus de CO2 par hectare au monde. Ça pousse comme de la mauvaise herbe. Il n'y a aucun besoin d'utiliser des produits chimiques pour la culture, ce qui n'est pas le cas pour le coton. La culture du coton OGM prend 25% des insecticides et comme 15% des pesticides mondiaux. Et puis bon, l'alternative, c'est le coton qui est certifié biologique, donc qui est certifié sans insecticides, sans pesticides, sans engrais chimiques. Et on utilise le chanvre, parce que le chanvre, même chose, la plante est cultivée sans insecticides, sans pesticides, pas besoin d'arrosage, de rien. Cultiver du chanvre, c'est aussi négatif en termes de carbone, donc ça va séquestrer plus de CO2 que le CO2 qu'on relâche. J'entends souvent les gens dire « Oui, mais j'ai pas assez d'argent pour m'acheter des vêtements qui coûtent plus cher. » Parce que forcément, ça coûte plus cher, des vêtements qui sont faits dans des bonnes conditions de travail et avec des fibres écologiques. Mais ça, c'est pas un argument, parce que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est acheter des vêtements de seconde main. Et c'est aussi la chose qui est le meilleur marché. À partir de là, t'empêches d'acheter un vêtement neuf et tu t'empêches un vêtement d'aller au site d'enfouissement. Donc, tu fais deux choses à la fois. Tu réduis des déchets et tu consommes responsablement. Si tu veux en savoir plus sur les enjeux de l'industrie textile, Hugo tient un blog dont le lien est dans la description. Le documentaire The True Cost, qui nous a particulièrement saisis, traite également de l'impact de la mode à l'échelle mondiale. Enfin, on te conseille le livre Vivre autrement de Diana Leaf Christian, qui pourra te renseigner plus amplement sur la construction d'une communauté et les outils pour aider à son fonctionnement. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et partager notre vidéo. Tu peux également nous suivre sur Facebook, Instagram et t'abonner à notre newsletter.
Coucou Sabine. Coucou. Alors on est quel jour? Mardi 15 mai. Voilà. Et mardi 2018. Et donc mardi 15 mai, donc tu t'es remis hier, lundi 14, Oui. d'un week-end bien chargé, Oui. où tu as présenté ta conférence de Oui. permathérapie. Où ça? À Naturalpi, c'est un salon organisé à Saint-Rémy de Provence. Ouais. Et on m'a demandé de faire une présentation de la permathérapie. Ça a parlé à la personne qui a organisé ce salon. Jean-Michel Et donc Levanel, je me suis prêtée de bonne grâce. Et donc devant une petite salle, voilà, j'ai pu présenter la permathérapie. Qu'est-ce que tu retires comme enseignement de cette rencontre du salon de bien-être Naturalpi après 2 jours passés avec du recul? Qu'est-ce que j'en retire du point de vue du salon ou de ce que personnellement j'en ai retiré? Eh bien, de l'ouverture des gens par rapport au sujet que tu enseignes, le travail sur soi. D'accord. Et l'autonomie alimentaire. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes étaient intéressées par l'approche globale du soi, de l'autre et de la terre, et de faire le lien entre la connexion à la terre et le travail sur soi. Ouais. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a beaucoup de jardiniers, il y a beaucoup de permaculteurs, de gens qui veulent se reconnecter avec une nouvelle alimentation et tout, mais qui ils sentent que ça leur fait du bien. Ouais. Et qui sont dans un bien-être. Mais en fait, il ne faut pas le lien avec le travail sur le mental et les émotions. Ouais. Et donc, certes, c'est une approche, et là, ça leur amène un éclairage un peu plus complet, de sorte à mettre en perspective des choses qui font sens pour elles, et ça leur paraît évident. Quand je leur parle, ça leur paraît évident. Le thème du salon, c'était l'alimentation du futur. Voilà. Alors quel lien entre l'alimentation du futur et la permathérapie? Oui. En fait, c'est un salon de bien-être, et comme dans tous les salons de bien-être, on voit des tas de personnes qui amènent des minéraux, il y a des thérapeutes, il y a comment purifier son eau, il y a des géobiologues, donc ou la thérapie par les sons, par les couleurs. On sent qu'il y a des outils de soins qui sont là, plus je vais dire des gris-gris, quelque part. Et donc il y a une demande vraiment, il y a une quête. Ouais. Il y a une quête de la part des gens qui ont un profond mal-être, un mal de vivre. Et l'organisateur du salon a voulu introduire dans ce salon du bien-être, ce qui ne se passe pas trop habituellement, des agriculteurs et l'autonomie alimentaire, et ce que nous proposons dans le cadre de l'université francophone de l'autonomie alimentaire. Ouais. Donc avoir le volet permathérapie et le volet autonomie alimentaire et l'engagement personnel sur cette voie à partir de l'assiette, comment moi je peux faire le travail sur moi, améliorer la relation à moi, à l'autre, à la terre à partir de l'assiette. D'accord. Alors, il avait vu ça. Parlons-en de l'assiette et du travail sur soi, le lien avec l'autonomie alimentaire et la santé, le bien-être. Ça paraît évident pour toi, est-ce que ça l'est pour tout le monde? En fait, la manière dont on consomme, ce que l'on mange, nous révèle notre état émotionnel. Dans quel état émotionnel nous vivons. D'accord. Parce que la majorité de ce que nous consommons est issu soit de la culture, des croyances, du mal-être émotionnel. Regardez, quand on est content et qu'on va à un mariage et que c'est la fête, qu'est-ce qui va venir en premier? C'est l'alcool, c'est le champagne. On ne peut pas dire on fait la fête sans champagne. Ouais. Alors ça, ce serait vraiment un crime de lèse-majesté si on n'offrait pas le champagne à un anniversaire. Donc c'est vraiment culturel. C'est lié à l'émotion et à la tradition. Ensuite, il y a la consommation d'un gâteau. Quand on va, il y a des dragées. Il y a du sucre. Il y a du sucre, il y a des friandises. À Noël, on fait des friandises. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment lié aux croyances et à la culture. Donc, par ce biais-là, donc comme je viens de le montrer pour un mariage, eh bien, par l'assiette, on va
à voir, si on prend conscience de ce qu'on mange, c'est un peu comme un miroir, parce que ça va nous renvoyer. D'accord. Par rapport à nos croyances et par rapport à nos émotions, notre état mental. Alors il y a des gens qui travaillent sur la compréhension des émotions. Oui. Avec la permathérapie, et tu as eu la bonne nouvelle en rentrant de ce salon qui après Permathérapie France, il y a un groupe maintenant. Ah oui, c'est Permathérapie Maroc. Voilà, c'est une jeune femme qui suit nos travaux depuis pas mal d'années, notamment grâce à son papa aussi qui s'est lancé là-dedans dans développer l'autonomie alimentaire dans les villages pauvres au Maroc. Et elle a été intéressée par l'approche de permathérapie, de la route des vertus, et elle est d'origine scientifique, mais elle se dit mais c'est pas suffisant, c'est un peu le parcours que j'ai fait, je suis d'origine scientifique, je me dis mais c'est pas suffisant, la science ne peut pas et la physique ne peut pas tout expliquer si on prend pas en compte l'état de conscience, et donc cet état de conscience il nous appartient en propre. Et à nous à le développer ou pas. Et donc cette jeune femme, elle a mis en place des ateliers de permathérapie. Elle en a témoigné dans nos groupes là, et c'est magnifique. Donc il y a le groupe Facebook Permathérapie Maroc qui est constitué. Oui. Et quel genre d'exercice on peut faire quand on crée un groupe de permathérapie? Eh bien on peut partir simplement des vertus. Ça peut être une porte d'entrée. Assez facile, disons, à mettre en œuvre. Vous pouvez trouver donc les 12 vertus de la noble tâche du travail sur soi. Et à partir des vertus, d'abord bien intégrer ce qu'est une vertu, la définition d'une vertu, et ensuite la travailler et voir en quoi cette vertu m'amène quelque chose, et aussi d'aller voir en soi ce qui empêche de développer cette vertu en soi. Alors est-ce que tu peux nous donner une petite définition rapide de ce qu'est une vertu, et puis de prendre l'exemple de la persévérance, puisqu'on a juste à côté de toi le persil avec la persévérance. Est-ce que tu peux nous dire, alors c'est quoi la vertu? Alors d'abord, une vertu, moi je les regarde dans le sens du travail sur soi. Beaucoup parlent de valeur. Alors je ne parle pas de valeur, j'ai vraiment choisi le mot vertu qui me paraît beaucoup plus neutre que valeur, parce que la valeur, elle dépend beaucoup de la société dans laquelle nous vivons, de l'histoire. Par exemple, un chevalier, c'était valeureux pour lui d'aller trancher les têtes. Bon, le courage dans ce sens-là était reconnu. Bon, maintenant, donc ça montre que c'est dépendant du contexte, pour moi la valeur. Donc la vertu, c'est quelque chose que nous détenons en propre. Moi je dis ça comme un cadeau divin qu'on a en nous, qu'on cultive en nous pour le redonner à l'autre. Nous en sommes entièrement responsables, et personne ne peut m'obliger à cultiver une vertu si je ne le souhaite pas. Et si je veux la cultiver, personne ne peut me l'empêcher. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose de très important, j'en ai l'entière responsabilité. Et ensuite, la vertu, elle est entière. Elle ne souffre pas de demi-mesure. Elle est ou elle n'est pas. Et enfin, la vertu, elle est contagieuse. En fait, elle a un effet vertueux. C'est pour ça que je préfère nettement le mot valeur. C'est-à-dire la vertu, elle va enclencher un processus vertueux dans la relation à soi, dans la relation à l'autre et dans la relation à la terre. D'accord. Voilà, pour la définition. Alors prenons l'exemple de la vertu de la persévérance. On peut prendre l'exemple de la vertu de la persévérance, mais avant d'aller là, on va voir que c'est la vertu 2 sur 12. Ça veut dire qu'il y a 12 vertus du travail sur soi ont été identifiées. Ce sont des vertus qui m'ont été inspirées. Et donc il y en a 12. Il y a 12 vertus, et les vertus, elles sont arrangées dans une roue qu'on peut trouver sur notre site ou dans le livre de la noble tâche ici. Et elles ont un sens. Elles ont un sens parce qu'en fait, elles ont un ordre, un ordonnancement harmonieux. La vertu de la persévérance, elle vient après la vertu, comme c'est la 2 sur 12 de la volonté. Et c'est avec la volonté, une énergie de mise en action. C'est-à-dire de la volonté pour soi, pour aller vers ce travail sur la conscience, notre propre conscience.
Et la persévérance permet d'assurer la volonté, d'avoir de la volonté dans la durée. Parce que si on n'a pas de persévérance dans ce que nous entreprenons, on va fluctuer, aller d'un bord à l'autre, et sans trop avoir le résultat. La persévérance va nous permettre, même si ça prend des années, d'ailleurs au salon du bien-être, il y avait un professeur de tai chi. Et il disait, le temps n'a pas d'importance, il n'y a pas besoin d'être tout de suite accroché au résultat. Ce qui compte, c'est d'y arriver au bout, même s'il faut 10 ans. Et si vous mettez 10 ans pour faire le grand écart, ça n'a aucune importance. D'accord. Donc ça, c'est la persévérance. Ah ouais. Alors pourquoi elle est associée au persil? Parce que le persil met du temps à pousser. Quand on sème les graines de persil, elles mettent du temps. D'accord. Mais au bout du compte, le persil est là. Ouais. Voilà. Très bien. Donc chacun peut télécharger sur le site autonomiealimentaire.info oui. les fiches, oui. la noble tâche, oui. c'est gratuit sur internet, oui. et constituer son groupe oui. pour travailler sur les vertus. Oui. Et c'est en cultivant les vertus qu'on devient vertueux. Vertueux, voilà. Donc qu'est-ce qui m'empêche de pratiquer la persévérance? Qu'est-ce qui m'empêche de pratiquer le partage? D'accord. Qu'est-ce qui m'empêche d'être transparent? Et à ce moment-là, une fois on va voir ça en soi. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de le faire en groupe, parce qu'on le fait avec bienveillance. Et quand on ose dire, jouer cette transparence, cette fameuse vertu de la transparence, ça permet à l'autre de pouvoir aussi l'exprimer et de la guérir, en fait, si elle est mise en lumière. Et ensuite, d'aller voir l'autre pendant ce que cela me permet d'être, ce que m'apporte d'être transparent, de partager, d'avoir cette persévérance. Donc c'est simple sur le plan méthodologique, et c'est une aide à aller au fond de soi. D'accord. Alors, bonne nouvelle, donc ouverture du groupe Permathérapie oui. Maroc. Ah oui, oui, oui. Bonne nouvelle également, ouverture du groupe Autonomie Alimentaire Vitzavone. Ah, Vitzavone. En Corse. Oui, 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 oui. Et donc, on donne rendez-vous à nos amis corses. Oui. Puisque nous partons la semaine prochaine voilà. les rejoindre pour un programme pilote au Monte d'Oro. Oui. Et donc, on va pouvoir aménager un temps pour parler également de la permathérapie oui. avec Fabien, oui. qui vient du Maroc. Oui. Et nous allons pouvoir transmettre. Voilà, le Maroc est là aussi. Hein. Voilà, oui, oui. les connaissances, oui, les pratiques oui. de permaculture et de permathérapie. Donc toi, tu te réjouis de rencontrer les habitants de Vitzavone pour un programme pilote d'autonomie alimentaire. Oui. Voilà. Ce qu'il y a de beau à Vitzavone, c'est que les personnes qui nous font venir envisagent que nous travaillons avec les plus démunis de cette vallée qui est à 1000 ou 1200 mètres d'altitude quand même en Corse, ouais. Ces petits villages où il y a peu de ressources, et comment avec ce travail volontaire on peut retourner la situation en disant bon là on s'en sort pas, on attend les subsides de l'État, on en a de moins en moins et tout ça. Ben non, remontons-nous les manches et travaillons à l'unisson en fait, travaillons à l'unisson. C'est ça qui est intéressant. Voilà, ben là il y a une alarme qui sonne comme quoi c'est la fin de notre séquence et on donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Oui. Et on se retrouve le 26, 27 et 28 mai. À Vitzavone. À Vitzavone, ouais. Merci Sabine. Au revoir. Bonjour Marion, je suis très contente d'échanger avec vous aujourd'hui. Je vais juste rappeler que j'ai eu votre contact grâce à Steven qui détient la chaîne YouTube Racines Solaires et qui connaît pas mal de personnes au parcours inspirant. Et il a eu la très bonne idée de me mettre en lien avec vous. Alors Marion, vous avez une spiritualité active, une spiritualité écologique. Vous faites énormément de choses et surtout, on a échangé juste avant et vous avez un discours très
très profond de spiritualité, de l'être et de tous ces sujets qui nous passionnent, nous, sur la télé du Grand Changement. Donc Marion, je vais vous laisser la parole et vous laisser vous présenter et nous dire ce que vous faites, parce que c'est pas anodin. Bonjour Aline, bonjour à toutes les personnes qui regardent cette petite vidéo, rencontre, échange. Et simplement, je voulais commencer par me présenter, donc Marion Chéniaud-Dupuis. Mais pour dire que, avant de commencer à parler de mon parcours, qu'en fait, je ressens, comme vous tous qui regardez certainement cette vidéo, ce besoin de lien, de connexion et de vivre ensemble. En fait, c'est ce qui est en train de se produire, voilà, de grands changements, comme étant, voilà, une opportunité pour justement refaire cet écosystème du lien qui s'est un peu perdu, à la fois le lien à nous-mêmes déjà, et puis le lien à l'autre et bien sûr le lien à la nature. Donc dans ces 3 cercles, et de me connecter avec cette intention qu'on est en train, donc là, d'incarner justement cette fameuse sagesse profonde dont vous parlez, qui me caractérise pas du tout, parce que j'ai aucune qualité à ce niveau-là à revendiquer ou à essayer de mettre en avant. Simplement le vivre là avec vous dans cet instant, à travers cet échange, à travers cette volonté de se connecter sur ce partage de vision, hein, parce qu'on parle vraiment d'une vision, d'une autre manière d'être ensemble, de vivre ensemble, de construire aussi des projets ensemble. Donc, c'est maintenant là qu'on est en train de le faire. Et donc, bon, pour revenir un petit peu à qui je suis, pour que éventuellement, voilà, les questions puissent venir à partir de ce que j'ai à apporter. Donc, j'ai vécu longtemps en Himalaya. J'ai 22 ans. Je suis encore résidente à Lhasa. Je suis la seule résidente permanente, presque la seule en fait étrangère qui vit à Lhasa, parce qu'on est une poignée. Donc là, il y a un an, on n'était que 5 étrangers à vivre au Tibet, dans la région autonome du Tibet. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont, parce que ça fait 9 mois que je n'ai pas pu y retourner du fait du confinement. Donc là, je suis en Europe, entre la Suisse, le Luxembourg et la France. Et je redécouvre donc le mode de vie occidental. Douche froide. J'ai les grands yeux un peu écarquillés en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Là, c'est la chute depuis le sommet. Hein. Ouais, voilà. Donc, je reviens bien les pieds sur terre et ça me fait un bien fou, parce que je me reconnecte vraiment à des réalités que j'avais un petit peu... j'ai un peu tourné le dos à certaines réalités. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 22 ans en Himalaya ? J'ai étudié le bouddhisme dans un monastère bouddhiste tibétain auprès d'un maître de méditation qui était un grand maître en exil, qui est parti du Tibet, qui était d'origine nomade et qui, avant de mourir, quelques années avant de partir, donc dans les années 2000, 2001, 2002, il a émis un souhait que soit accompagné dans sa région natale auprès des populations entièrement nomades, d'éleveurs de yaks. Donc, accompagner comment ? Accompagner dans un changement, justement, une grande transition de mode de vie. Parce qu'il passait du mode de vie traditionnel nomade, avec donc plusieurs camps où se déplacer dans l'année, à un mode de vie plus sédentaire, avec toute la modernisation des nouvelles infrastructures, l'urbanisation, l'industrialisation du plateau tibétain, et donc tous les grands travaux aussi du fait de la grande route de la soie que la Chine a construit là, ces dernières années. Et donc là, il y avait un tel traumatisme de changement de mode de vie que c'était une grande difficulté pour ces quelques centaines de milliers de nomades. Ils sont 1,6 million au Tibet, nomades. Et donc mon maître de méditation
on m'a dit, bah, maintenant, ça y est, tu as reçu ton éducation au monastère et maintenant, tu vas aller sur le terrain. Et donc, je suis partie au Tibet et je me suis retrouvée dans ces régions nomades. J'étais étudiante à Lhasa, basée à l'université du Tibet. Et puis, le reste du temps, j'étais avec les nomades. Et puis, voilà, j'ai essayé plusieurs projets d'accompagnement. Et avec les ONG classiques, ça ne marchait pas bien. Donc, après, je me suis tournée en 2008, 6 ans après mon arrivée au Tibet. J'ai fondé une entreprise qui a pour mission d'accompagner les entrepreneurs socio-tibétains. Donc, c'est des visionnaires, en fait, qui ont compris qu'en Chine, donc, le véhicule économique est le seul qu'on puisse légalement, en fait, utiliser une entreprise pour mener des projets. Mais qu'avec cette entreprise, ils pouvaient, en fait, développer une vision sociale, écologique, culturelle, pour que les valeurs tibétaines soient au cœur de ce grand changement de société. Les valeurs tibétaines, c'est quoi? C'est la compassion, l'amour, la bienveillance, l'empathie aussi, le prendre soin, la sagesse, mais là vraiment une sagesse qui est basée sur la compréhension de l'impermanence, où tout change à chaque instant et c'est impossible en fait de croire qu'il y a une réalité qui est figée, laquelle qu'on peut saisir. Voilà. Et aussi l'interdépendance. Donc, les liens d'interdépendance qui font en fait comme un réseau de liens qui mènent à qui fait exister en fait tout ce qu'on connaît, tout ce qui apparaît, qui existe grâce à ces liens d'interdépendance. Donc, c'est une vision du monde qui est beaucoup plus globale et vaste au niveau des liens, en fait, une écologie du lien. Et comprendre que rien ne peut exister sans ces liens. Et ça, c'est les nomades aussi qui l'incarnent merveilleusement bien, puisque eux-mêmes ont toujours vécu en fait sur un mode de collectivité, en se déplaçant en plus en famille ou en tribu, et de comprendre que leur survie dépendait en fait de ces liens et d'une autonomie qui est basée sur une mise en commun des biens et de l'espace, bien sûr, du territoire dans lequel il circule sur d'immenses territoires. Eh bien Marion, on va pas vous laisser repartir parce que vous allez être obligée de vous présenter aux prochaines élections et de nous construire un monde ou un État avec les valeurs tibétaines incarnées dedans parce que c'est ce qui nous manque ici. Oui, alors c'est vrai qu'après tout le travail de comment incarner ces valeurs, c'est vrai que c'est bien joli d'en parler. Et moi, la première, on pourrait dire oui, mais qu'est-ce qui nous dit que toi aussi, tu les incarnes ou pas? Bien sûr, c'est jamais donné comme ça en un jour à quelqu'un de pouvoir revendiquer d'incarner ces valeurs-là. C'est vraiment tout un entraînement, en fait, un entraînement de l'esprit qui, alors dans les monastères, c'est quand même un cadre assez facilitant pour s'entraîner toute la journée, en fait, à dompter son esprit qui part dans tous les sens, qui est distrait par 1000 choses et qui n'arrive pas à déjà rester centré. Donc ça, c'est un peu la base de l'entraînement. Et puis après, l'entraînement à la compassion, à la bienveillance, l'empathie, l'amour, ça, c'est encore une autre forme d'entraînement qui nécessite, qui est vraiment une ouverture, en fait, de la sphère de la connexion à soi vers la connexion à l'autre. Et puis après, qu'on peut étendre encore plus large à la connexion à la nature, puisque l'humain, à un moment donné, voilà, il s'est coupé de la nature, il s'est cru tout d'un coup comme s'il était séparé, donc isolé. Alors que, bon, évidemment, c'est pas le cas. Mais ça, c'est voilà, un grand challenge, un grand défi aujourd'hui pour l'humain d'arriver à dissoudre cette séparation, cette division qu'il a créée dans son mental, qu'il est séparé de la nature, pour effectivement reconnecter pleinement dans ce troisième cercle de la nature. Et ça, les nomades, effectivement, pour eux, c'est beaucoup plus facile de l'incarner au quotidien parce qu'ils sont ancrés dans un territoire, ils ont un mode de vie qui, effectivement, dépend complètement des ressources naturelles, puisque l'élevage de yak, les pâturages, tout leur vient, en fait, le poil du yak leur fait des habitats avec les tentes. Les vêtements sont faits à partir aussi du poil de yak, la nourriture aussi vient de la viande du yak et des produits laitiers. Il y a quelques échanges qui se font entre
le sel, parce qu'il y a des grands lacs au Tibet où les nomades, en fait, surtout en haute altitude, vont récupérer du sel. Et le fameux sel rose avec lequel on fait des lampes? C'est ça, le fameux sel des Himalayas qui est un peu rose et qu'ils échangent contre du blé, non, de l'orge, pardon. Enfin, les deux d'ailleurs, et du riz aussi. Et donc, ça leur fait quelques céréales. Donc, ils sont vraiment sur une vie ultra simple au niveau des ressources où il y a peu de choses. Et les échanges sont assez fluides et il n'y a pas forcément de besoin d'utiliser l'argent pour faire ces échanges. Donc, c'est vrai qu'ils sont restés connectés à vraiment une sorte de simplicité et de pureté du rapport à la matière et au bien et à la propriété même privée où il n'y en a pas. Donc, tout ça, effectivement, crée des conditions particulièrement propices pour pleinement incarner ces valeurs. Et je suis d'accord qu'il y en a qui sont plus facilités que d'autres pour y arriver. Et pour revenir à moi et mon parcours, bon, j'ai vécu toutes ces années à accompagner des projets d'entrepreneurs sociaux tibétains. Mais quand je reviens en Occident et que je dois retrouver un mode de vie adapté à cette société, et c'est pas facile. Et puis je me laisse emporter comme tout le monde dans des distractions, des toujours plus, toujours mieux, toujours me comparer, etc. Donc il n'y a pas de miracle, une sorte de transformation définitive et comme une forme de pureté javélisée dans laquelle j'arriverai avec toutes ces valeurs incarnées. Non, ça reste, pour moi, l'incarnation de ces valeurs, ça reste vivant. C'est-à-dire que la confrontation à ce qui nous empêche, en fait, de les incarner, c'est là, en fait, où on peut vraiment être sur le bord de ce qui nous rend aussi, alors j'allais dire humain, mais c'est même pas une question d'être humain ou pas, c'est de nos particularités locales, de notre personnalité qui veut toujours un petit peu s'identifier à quelque chose. Et c'est ça les fameuses bordures. C'est là où il y a des points d'accroche, où on se colle à une identité et que c'est là où ça devient intéressant parce que c'est là où on peut les dissoudre. Et c'est quand on arrive à faire ce petit mouvement en fait où tiens, là je suis en train de m'accrocher à quelque chose, de saisir ça. Et est-ce que je suis capable de le voir et de sourire et de le dissoudre au moment où ça arrive? Alors, c'est un entraînement, de nouveau. Je pense que c'est le grand entraînement de l'Occident. C'est, avant de vouloir développer même la compassion, la bienveillance ou le prendre soin, c'est de simplement avoir ce sourire, ce sens de l'humour par rapport à notre petite limite de l'égotique, où ça commence à se cristalliser, là, il y a un peu à la bordure là, où ça s'accroche. Et de voir comment, avec cette reconnaissance de ce qui est là, je peux soit le lâcher ou le laisser être et sourire surtout. Sourire, c'est-à-dire, je ne vais pas commencer en plus à me juger, à me crisper parce que j'y arrive pas bien et parce que ma limite, elle est trop tangible et que ça me fait mal de voir à chaque fois à quel point je me prends les pieds dans le tapis. Non, c'est surtout pas dans cette posture d'essayer de coller à un idéal ou de vouloir absolument incarner ses valeurs. C'est juste être avec ce avec quoi on se confronte en ce moment, quoi. C'est là où ça se joue, en fait. En fait, ça se résume, on pourrait dire, à faire de son mieux à chaque instant. À essayer à chaque instant, voilà. Absolument. D'essayer d'être la meilleure version de soi-même avec les outils intégrés à ce moment précis, avec le recul, avec le regard de l'instant, voilà, et réagir en cohérence, et plus avec des mémoires émotionnelles, plus avec des projections ou des images de soi qu'on aurait pu se construire par rapport aux attentes de l'extérieur ou nos propres attentes, parce que du coup on est en mode frustration. Donc c'est tout à fait une hygiène de vie, une philosophie de vie, et c'est à chaque instant qu'il faut s'y raccrocher. Donc vous confirmez, Marion, qu'un jour on se réveille pas après 20 ans de pratique en étant plein de grâce. Non. Ça, c'est je pas. reviens quand même sur cette première partie de cette transformation. C'est pas essayer d'être la meilleure version de soi-même, parce que là, de nouveau, en fait, il y a une forme d'attente
à être quelque chose que l'on n'est pas encore. Hein. Et donc là, on est coupé de l'instant présent. Dès lors qu'on recherche à être quelque chose que l'on n'est pas maintenant, alors ça nous coupe de l'instant présent. Ouais, c'était pas le meilleur mot, c'était la version consciente, en fait. La version consciente, voilà, de qui nous sommes à cet instant, oui. Et d'être le contenant, en fait, de ce qui... de ce qui nous traverse, de cette version. Pour moi, être conscient, c'est la même chose que d'être le contenant. Voilà, donc d'être ce qui contient tout ce qui nous traverse. Et voilà. Oui, c'est intéressant, punaise. Je me réjouis, je me régale. Et tous ceux qui vont vous écouter aussi. Parce qu'on entend beaucoup de discours qui sont peut-être parfois pas accessibles. Et vous, avec des mots simples, on arrive à suivre, à comprendre le cheminement, puis à comprendre le processus, puis surtout à cesser de croire au miracle, en fait. Parce que ça nous demande vraiment un investissement. Oui, oui, puis de pas non plus trop rentrer dans une sorte de combat, en fait, à essayer de devenir autre chose que ce que l'on est, parce que ça, c'est une grande violence, de nouveau, en fait, dans la transformation intérieure de vouloir se changer à tout prix. Hein. Donc, l'entraînement, parce qu'il y en a un, évidemment, c'est pas comme s'il y avait rien à, comment dire, qui va se faire sans qu'on soit là pour le mettre en œuvre. Hein. C'est l'entraînement, c'est quand je dis d'être le contenant, c'est d'être l'observateur, hein, la veille, le veilleur, le veilleuse de ce qui se passe en nous, et sans forcément s'en dissocier, mais parce qu'il n'y a pas quelque chose à l'extérieur qui va observer quelque chose à l'intérieur. C'est juste voilà, ce tout petit mouvement d'élargir la conscience. Donc effectivement, il s'agit bien d'un travail sur la conscience. Quand on dit être une version consciente de nous-mêmes, il s'agit bien d'un travail sur la conscience, un entraînement, parce que la conscience ne soit pas collée à ce qui est en train de se passer, mais qu'elle soit capable en fait de s'ouvrir un tout petit peu, de laisser l'espace pour devenir le contenant de ce qui est en train de se passer en nous, que ce soit au niveau des pensées, des émotions, des sensations. Voilà. Tout à fait. Et vous pouvez nous parler d'où vient cette action que vous avez fait de vouloir nettoyer, d'enlever tous les déchets qui sont contenus là-bas, sur votre belle montagne? Oui, donc depuis Lhasa, la montagne la plus près, la plus haute, c'est l'Everest, donc une montagne assez prestigieuse. Et c'est pour ça qu'elle attire en fait de très nombreux alpinistes dans le monde entier, à tel point qu'il y avait une surfréquentation de cette montagne, aussi bien du côté tibétain que du côté du Népal. Donc, comme je travaillais du côté du Népal, du Tibet justement, je me suis tournée vers les problèmes qu'il y avait sur cette face nord, hein, la face nord, qui est quand même 4 fois moins fréquentée que la face sud du Népal. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de déchets de ce côté-là. Et toujours en fait avec mon intention d'accompagner les entrepreneurs sociaux tibétains, donc ces fameux véhicules du changement dans la société chinoise et tibétaine. Donc comment dans la Chine en fait intégrer les valeurs tibétaines. Donc il y avait cette industrie très lucrative, hein, des grandes expéditions en haute montagne et notamment sur l'Everest. Et l'agence d'expédition tibétaine, qui est responsable d'encadrer les grandes expéditions pour les clientèles chinoises, s'est retrouvée un jour en fait avec un manque complet de sens à leur activité, parce qu'ils ne voyaient plus pourquoi cette grosse machine Afrique en fait fonctionnait comme ça, juste pour monter des gens au sommet de l'Everest, les redescendre, etc. Et que eux, en fait, en tant que Tibétains, ils n'avaient pas du tout cette vision de la montagne où c'est en fait juste une machine à profit, quoi. Ouais. Eux, ils voyaient un caractère sacré, un caractère de relation, une forme de réciprocité où je donne à la montagne autant que je reçois d'elle. Donc en fait, le sens avait été complètement perdu et ils sont venus vers moi avec cette question en 2012 en me disant mais comment est-ce qu'on va pouvoir mettre du sens dans tout ça ? Et donc, je suis arrivée en tant que consultante et formatrice. Donc là, on revient du très, très concret. Hein. J'arrive dans l'école des guides à Lhasa. Je suis professeure là-bas.
Donc, je donne des cours d'écologie. Et puis, je me retrouve face à cette question notre métier n'a plus de sens. Et en plus, on est pressé par des contraintes qui nous obligent à travailler beaucoup pour pas beaucoup d'argent, etc., etc. Donc, pendant 3 ans, entre 2013 et 2016, donc j'ai fait une première expédition sur l'Everest avec eux. Oui. Donc là, j'ai été missionnée pour comprendre les problèmes de pollution sur l'Everest, pourquoi ils étaient là et comment on allait pouvoir, sur le plan écologique, remettre un petit peu d'ordre et de sens à tout ça. Et entre 2013, donc cette première expédition, et 2016, qui a marqué le début en fait, d'une grande campagne de nettoyage, on a créé une charte environnementale qui part des valeurs tibétaines, de compassion, de bienveillance, de prendre soin. Et cette compassion est tournée vers la montagne. C'est-à-dire que la montagne, elle existe aussi en tant qu'entité vivante, voilà, avec tout un écosystème. Et comment on va prendre soin de cet écosystème. Donc ça a été pas un temps un travail de réflexion ou théorique en fait pendant l'écriture de cette charte, c'était plus un travail de reconnexion profonde à soi-même et aux autres dans qu'est-ce qui fait sens pour moi en fait et pour nous en tant que groupe de guides de haute montagne sur l'Everest. Qu'est-ce qui nous réunit dans un projet commun, une vision commune. Donc on a laissé maturer ça pendant 3 ans. On a fait un beau mandala. Donc un mandala avec un cercle au centre des valeurs. Ensuite, on avait les principes d'action. Ensuite, on avait tous les moyens concrets de mise en action de ces principes, l'application de ces principes. Et ensuite, on avait un 4e cercle qui était en fait les ressources dont on avait besoin pour mettre en application cette charte environnementale. Donc là, on a trouvé des sponsors, on a on a acheté des sacs pour ramasser les déchets. Enfin, on a fait vraiment la partie pratique, organisationnelle, logistique du projet. Et à partir de là, a commencé vraiment chaque année, étape par étape, un grand nettoyage. Donc de 10 tonnes des déchets qui avaient été diagnostiqués la première fois qu'on est allé là-haut, en 2013. En 2014, il y avait quand même eu aussi une petite parenthèse il y avait une mission spéciale en fait de enlever les cadavres, parce qu'il y avait 200 cadavres de tous les alpinistes qui n'ont pas réussi à redescendre, qui n'ont pas réussi à monter jusqu'au sommet. Et là, de les mettre un peu en fait sur le côté du chemin pour pas que ce soit trop irrespectueux à chaque fois de passer à côté d'eux, trop près. Voilà. Et après, en 2016, donc, les déchets, c'était toutes sortes de différentes toiles de tente, de conserves, de bouteilles en plastique, en verre, des crampons, enfin toutes sortes de vieilles équipements techniques d'expédition. Et puis voilà, d'étape en étape, de camp en camp, parce qu'il y a des camps à 7000, à 7009, à 8300 mètres, jusqu'au sommet qui est à 8848 mètres. Il y a toute une logistique en fait de transport pour redescendre les déchets à dos d'homme et puis après à dos de yak et après par camion. Et puis trouver les décharges où on pouvait recevoir les déchets et puis éventuellement après aussi à Lhasa de recycler les déchets en installation d'art contemporain, de faire un petit musée en fait pour les jeunes Tibétains de tout le plateau, c'est un grand plateau le Tibet en fait, donc tout le plateau tibétain qui est entouré de montagnes, donc de très hauts sommets, la chaîne Himalaya et d'autres sommets. Et sinon voilà, le plateau il est à peu près à 3000-4000 mètres d'altitude. Et donc là il y a toute la population de Tibétains qui veulent aussi apprendre à trier les déchets, les recycler. Donc on a fait ce petit atelier pour eux. Et puis après, donc, la charte a servi aussi de modèle pour répliquer ce principe de modèle de gestion des déchets sur les autres sommets de l'Himalaya. Et puis maintenant, on a aussi un stade d'essayer de fédérer les actions de nettoyage des montagnes dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives qui émergent un peu partout. Et voilà, de montrer que c'est possible un peu partout, y compris au Mont Blanc, en France et sur plein d'autres montagnes autour dans les Alpes et où il y a aussi beaucoup de déchets à ramasser. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est propre ou il y en a encore sur l'Everest ?
Alors, il en reste encore sur les très hauts camps à 8300 mètres. C'est celui où on a le plus de mal en fait à finir de dégager tout le passé, en fait, toutes les 30 dernières années d'expédition commerciale, en fait, où il n'y avait pas de conscience écologique. Et il y en a beaucoup moins qu'avant, bien sûr, même sur le... Alors, les 10 tonnes, on les a enlevées. Mais le problème, c'est qu'il reste encore des couches qui sont incrustées dans la glace et dans la roche. Et qui, en fait, avec le dégel, petit à petit, remontent à la surface. Et donc, c'est un peu sans fin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des couches qui remontent et qu'il faut arriver à enlever chaque année. Donc, il y a une opération maintenant qui a été mise en place pour ça, pour ce problème-là en particulier, qui s'appelle Cash for Trash. Donc, c'est les personnels professionnels et salariés, en fait, des métiers de la montagne, donc les Sherpas tibétains et népalais, qui sont responsables, en fait, de redescendre ces déchets. Et quand ils reviennent avec les déchets, ils sont rémunérés, en fait, au kilo. Donc, il y a des pesées. On pèse les déchets et ils sont payés pour ça. Et vous-même, vous êtes monté par la face nord ou par l'autre face? Toujours par la face nord, donc à trois reprises, ouais, en 2013, 2016, 2017. On dirait pas en vous voyant. Et vous parlez de hauteur, on s'imagine pas pouvoir respirer, pouvoir survivre à des hauteurs pareilles. En fait, la force, elle se cache, hein. Ça demande une grosse volonté, je suppose. Pardon? Ça demande. Qu'est-ce que ça sollicite le plus? La volonté? Oui, ce que j'appelle en fait en tibétain la semshuk, c'est la force de détermination. Oui. Sem, c'est l'esprit. Donc déjà, ça vient d'une force intérieure. Hein. Et shuk, c'est la force. Donc oui, il y a une forme de volonté, mais pas au sens de se battre pour quelque chose ou d'arriver à un résultat. C'est plus un effort joyeux dans le moment présent, sans vraiment rester focalisé sur le résultat qui est d'atteindre le sommet, mais plutôt de rester connecté à ce moment présent avec tout ce qui est là de bonnes choses et de ressources à nous offrir, en fait, de ressentir la joie, la chaleur, le lien. Et ça a beaucoup plus d'avantages et d'atouts, en fait, de ressentir ça, plutôt que d'être complètement focalisé sur le résultat dans une forme de volonté un peu trop tendue, en fait. Oui, qui résulterait de l'ego, alors que là, c'est une volonté de l'esprit. Oui, exactement, absolument. Et du coup, après avoir vécu des moments aussi intenses, vous vous ennuyez pas parmi nous en Occident? Non, là pour moi, la grand défi qui est presque aussi grand que celui de la hauteur de la montagne, de l'Everest, c'est d'arriver à complètement me reconnecter à qui est l'autre, dans sa différence, dans ses propres limites, dans ces petites bordures là dont on parlait au début, quand il est lui-même pris dans être collé à sa personnalité, son identité, hein, et d'arriver à justement créer ces liens au milieu de tout ce qui nous en empêche, en fait. Voilà. Est-ce que là-bas, vous y étiez pendant les premières périodes de Covid, confinement, vous étiez là-bas? Oui, alors j'étais en janvier, fin janvier à Lhasa, au moment en fait où la Chine s'était rendu compte du problème et que les premiers cas étaient arrivés aussi au Tibet. Et on m'a donc, on m'a pas obligée, mais on m'a demandé quand même de partir. Ah. Donc j'ai dû partir du Tibet et après quand j'ai voulu re-rentrer de nouveau en mars, mi-mars, là ça n'a plus été possible. Parce que là, toutes les frontières se fermaient de tous les pays, en fait. D'accord. Et donc vous avez pas, vous avez pas pu prendre conscience de comment ils vivaient la chose. Pour être plus précise, par exemple, en France, il y a deux camps. Il y a le camp de la peur et il y a le camp des complotistes, on va dire en gros. Hein. Et puis il y a un tout petit camp de ceux qui sont conscients des choses et puis qui vont pas réagir dans les extrêmes, hein, qui vont construire justement, profiter de cette période pour construire un monde auquel ils aspirent, voilà, en se détournant du monde qui nous a menés là où on en est. Et là-bas, comment vous avez une idée de comment ils ont vécu les choses? Alors, ils n'ont pas du tout ce recul sur le monde de la peur, le monde du complot, ni même
un groupe de personnes qui auraient cette conscience, c'est... Non, je crois que l'arrivée en fait de cette nouvelle, ils sont restés vraiment très terre à terre avec juste du bon sens pour simplement là où il y avait un cas qui est arrivé au Tibet, mais il n'y en a eu qu'un, hein, donc c'était quand même pas très compliqué à gérer. Hein. Oui. Ça va. Comment, voilà, faire empêcher que ça se répande et immédiatement, donc en anticipant le risque que si ça se diffuse, ça deviendrait beaucoup plus compliqué. Ils ont immédiatement isolé cette personne et puis et c'est tout en fait. Il n'y a pas eu donc il n'y a pas eu vraiment cette réaction aussi de crise comme on le vit aussi en Europe actuellement avec toute cette prise de position par rapport à ce qui se passe, qui finalement divise beaucoup plus les uns et les autres, même pour ceux qui se considèrent du groupe de ceux qui sont plus conscients. En fait, si ça les met dans une posture de se sentir séparés ou loin des autres groupes, à mon avis, ça n'a pas un grand intérêt. Ça peut en fait nous éloigner de la construction de ce monde, justement, avec une écologie du lien beaucoup plus incarnée. Donc, c'est là où je pense qu'il y a aussi un petit discernement à faire sur où je me situe, mais comment justement, est-ce que je suis obligée de me situer quelque part, en fait, ou est-ce que je peux arriver à inclure tout ce qui est en train de se passer? Oui, c'est une très belle réflexion. Et du coup, vous allez quand même récupérer votre poste d'enseignante là-bas, à un moment donné? Oui, ben là, je fais ma demande de visa et donc je suis appuyée par l'ambassade de France à Pékin et j'aurai ma réponse, j'espère avant le nouvel an tibétain chinois qui a lieu en février. D'accord. Ouais. Et on en avait parlé tout à l'heure, mais je vais le dire pour que les gens comprennent à quel point ça me fait tout drôle de parler avec vous. C'est que ça fait 3 ans que dans mes formations, je dis à mes stagiaires, quand je leur parle de paix intérieure, qu'il est beaucoup plus simple d'avoir cette sérénité de la vivre quand on est au sommet de l'Himalaya et que le défi, c'est de justement continuer à avoir cette plénitude qui est invincible, invulnérable en fait par rapport à l'extérieur, au quotidien, dans la société, avec des enfants, avec un mari, avec un patron. Là, ça vaut le coup. Là, c'est constructif. Oui, c'est vrai que je témoignais de cette expérience d'avoir vécu pendant presque 22 ans en Himalaya et de revenir en Occident avec ce regard un peu neuf et presque du débutant qui arrive et qui trouve ça bien difficile finalement de m'adapter à un contexte assez agité, assez tourmenté aussi dans ces périodes de crise et que c'est bien plus difficile d'être dans la pratique de l'entraînement justement de l'esprit à chaque instant quand l'environnement et le cadre est pas propice à ça. Donc quand je suis stimulée, que j'ai faim, que j'ai froid, que j'ai envie de... Alors je l'étais aussi en montagne, donc ça... Mais il y avait une sorte d'être pratique de me recentrer avec l'esprit focalisé vraiment sur le moment présent, qui était beaucoup plus facile à installer dans mon quotidien en montagne que dans le quotidien d'un environnement de ville et de relations humaines parfois compliquées, etc. Donc, c'est vrai que le défi est vraiment, se situe là, exactement à cet endroit où quand on est stimulé par quelque chose, comment justement arriver à l'inclure dans cet espace de paix auquel on aspire tous. Tout à fait. On peut même relier presque ça à une phrase dans la Bible où il parle de ne pas céder à la tentation. Mais c'est vrai que dans notre monde industriel, la tentation est partout. En un clic, on peut avoir ce qu'on veut. En un décrochage de numéros, on peut se faire livrer. On peut vraiment le confort à la portée et subvenir à ses besoins immédiatement, en fait. Ouais. Et voilà. Donc c'est ça la tentation. En fait, raisonnablement se demander. Comme pour ceux qui ont envie d'arrêter de fumer, on leur dit il faut résister les 3 premières secondes et après l'envie elle s'en va. Ben, si on faisait la même chose pour tout, parce que c'est des impulsions et le propre de l'impulsion c'est d'être éphémère, d'être spontané justement et de pas durer, de pas être dans la durée. Alors
En fait, c'est ça. Observer nos impulsions, nos pulsions et se demander en conscience si elles sont véritablement profondes. Ouh là là, Marion, ça va faire le tri, hein. Ouais, c'est sûr qu'il y a des petites pratiques comme ça, des micro-pratiques à faire tout au long de la journée, hein, se poser la question, effectivement, est-ce que là, ce que je m'apprête à faire, est-ce que c'est vraiment au service de mon aspiration profonde ou de mon intention? Et là, on se rend compte qu'effectivement, ça fait un gros tri juste en se posant cette question. Oui. Là, c'est aussi toutes sortes de petites pratiques que je partage en fait dans mon livre que je viens de juste sortir, qui s'appelle Respire, tu es vivante. Oui, je l'ai trouvé, je vais mettre le visuel dans la vidéo parce que oui, je veux aussi me le procurer. Oui, Respire, oui. Voilà, respirer est comme base en fait d'une pratique qu'on peut vivre au quotidien. Mais c'est plus que cette pratique-là, parce qu'il y en a plein d'autres en fait, hein, qui sont détaillées dans tout le parcours que j'ai vécu depuis le monastère, en passant par les bidonvilles de Calcutta et sur les hauts sommets pour finalement revenir en Occident. Donc je veux surtout pas être une personne de plus qui donne plein d'astuces et plein d'outils qu'on n'arrive de toute façon pas à mettre en pratique dans nos vies. Hein. C'est pas du tout. On peut au moins essayer. Oui, puis finalement, s'il y en a une seule qui marche pour toi ou pour moi ou pour celui ou celle qui nous écoute, juste celle-là, la garder et la pratiquer encore et encore et encore et encore. Il en suffit d'une en fait, une seule petite pratique qui nous ramène en fait à finalement ce petit espace où on se décolle de la situation et on arrive à prendre une petite distance et à remettre de l'espace dans la situation et avoir ce choix ou cet espace de conscience qui se rouvre de nouveau. Alors c'est bon, il suffit juste de trouver ce qui marche pour soi et de le garder par contre sur la durée. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un truc auquel il faut constamment, à chaque seconde. Comme, je sais plus si on avait enregistré quand on parlait de l'impermanence des choses. Si, bah oui, ça faisait partie des valeurs. Hein. Pareil, ne pas rester sur des acquis et constamment se remettre en question dans cette sorte d'impermanence. Pas se dire que c'est gagné, c'est acquis. Non, parce que c'est là qu'inconsciemment on va faire des choses, on va pas s'en rendre compte et on mettra du temps en fait et entre-temps on aura fait des trucs inutiles. Donc c'est à chaque seconde être conscient de qu'il n'y a pas d'acquis, d'être dans cette impermanence d'évolution, de tout et de se donner ce petit truc, oui, pour revenir à l'essentiel. Comme ça on est sur une fréquence juste, authentique de nous-mêmes. Là, voilà. Je crois que c'est être un être accompli, là, je crois. Hein. On peut pas être plus accompli que ça. Mais voilà, exactement. Cette plénitude, elle est juste là. Ça fait rigoler Marion comment je parle des choses, mais c'est parce que ça me passionne. Ça veut dire que je suis alignée avec ce qui est là. Donc, et c'est ce fameux sens de l'humour aussi, hein, dont je parlais aussi sur... quand on laisse être ce qu'on est, généralement, ça crée beaucoup plus d'espace et d'humour. C'est vrai. C'est un bon baromètre en fait pour savoir où on en est, si je suis tendue ou est-ce que je suis plus dans la détente et l'humour. Et tout de suite, ça nous dit où on est en fait, dans quel espace de conscience on se trouve. Tout à fait. Et ceux qui en manquent en général manquent également d'humilité. Hein. Ah bah oui, l'humilité, ça c'est encore... mais ça c'est le résultat, l'humilité. En tout cas, ça doit être plus facile d'être sensible à l'humilité quand on a des énormes sommets au-dessus de la tête, plutôt que ici dans nos campagnes où tout est plat. Peut-être que c'est ça, hein. Oui, alors après, la posture de l'esprit face à la montagne, elle est très différente d'une personne à l'autre, hein, parce qu'il y en a pour qui ça va être de rentrer en combat avec la montagne, où elle est à son assaut, elle est à l'assaut du sommet. Hein. Donc là, il y a une forme de nouveau de comparaison avec l'idée qu'on va pouvoir lui grimper dessus et aller même jusqu'à son sommet et être au-dessus d'elle. Donc, si on monte pendant des semaines et des mois, parce qu'une expédition sur l'Everest, ça dure 2 mois, avec cette posture de l'esprit, ça risque d'être à la fin
le contraire de l'humilité qui va se développer. Ah oui, ça va nourrir encore plus. Ouais. Ouais. Oui, je comprends bien. Eh ben, merci beaucoup, Marion. Je crois qu'on a fait un peu tout le tour. Aline. Moi, je vais conseiller aux gens parce que je vais le faire déjà moi. Et donc, on dit souvent faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais moi, si, faites aussi ce que je fais. Je vais me procurer votre livre et puis me délecter de tout ce que vous allez transmettre parce que quand même, c'est pas rien. 20 ans d'enseignement dans la méditation, il y a certainement des choses très bonnes à récupérer, à pratiquer aussi. Pour ceux qui auraient, on est un peu feignants nous ici. L'assiduité sur 20 ans, je sais pas s'il y en a beaucoup. C'est quand même des personnes rares qui vont jusqu'à autant d'années d'apprentissage, d'enseignement. Et comme on parlait aussi en off du milieu spirituel ici en Occident que j'ai pu observer, on va dire que les 3/4 sont quand même à mettre de côté et puis il reste un petit morceau de profondeur, mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant et bon ben à défaut de pouvoir faire venir Marion et sa population ici sur France et de les enfermer pour plus qu'ils repartent jusqu'à ce qu'on ait tous compris. On va se délecter à travers vos témoignages et puis votre livre et à travers cette communication, cet échange qu'on vient d'avoir. Merci du fond du cœur, Marion, d'avoir accepté. Ouais, pareil, de tout mon cœur. Je vous rejoins et je vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup et pour vous, on n'en doute pas que ça sera le meilleur aussi. Merci. Bonjour à tous, bonjour François, bonjour les aventuriers du Nouveau Monde. Je suis très contente de vous retrouver. Je voulais vous présenter aujourd'hui un petit outil que je trouve magique, qui peut vraiment permettre à votre de booster même votre système immunitaire, dans le sens où ça va faire gagner un temps de nettoyage énorme à votre corps. Et ce petit outil, il a l'air de rien, il nous vient de la médecine ayurvédique et c'est ça. Ça s'appelle un gratte-langue. Un gratte-langue, c'est un petit instrument en cuivre. On l'utilise idéalement matin et soir. Moi, j'avoue que je le fais souvent qu'une seule fois par jour, plutôt le matin. Et il s'agit d'enlever toutes les surcharges, toutes les miasmes qu'il y a sur la langue, qui sont plus ou moins épaisses. On est censé se réveiller avec une langue rose. Et souvent, pour la plupart des gens, elle est blanche, elle est grise, elle est jaune, il y a de l'enduit dessus, on se sent plus ou moins pâteux. Et en fait, on va enlever du coup tout ce qui vient. Et en fait, dans la bouche, on ne se rend pas compte, mais il y a une charge microbienne, il y a un zoo extrême dans notre bouche. On a plus de bactéries que dessous nos chaussures, même quand on rentre de dehors. Rien que dans notre bouche. Et si dès le matin au réveil, et du coup je dis ou avant ou après le bol d'eau chaude dont j'ai parlé la dernière fois, idéalement je le fais avant, mais après ça fonctionne aussi parce que c'est très épais, c'est très ancré ce qu'il y a sur la langue, ça s'incruste vraiment. Et quand on passe plusieurs fois le gratte-langue sur la langue, alors on va pas au fond de la gorge pour se faire vomir, on s'arrache pas la langue non plus, on y va tranquille plusieurs fois et tout ce qui vient, on l'enlève jusqu'à avoir la langue rose et on nettoie sa bouche. Et en fait, ça va supprimer d'une manière assez mécanique, facile, spontanée, une charge microbienne énorme que sinon on ravale toute la journée. Et du coup, le corps a déjà tellement de boulot, je trouve que c'est peut-être pas la peine de lui donner les poubelles qui sont venues à la porte. Si elles sont venues à la porte, donc la porte du système digestif, c'est la bouche. Et du coup, si on les enlève directement où elles sont, au lieu de les refaire passer dans le système digestif, on gagne un temps fou au niveau nettoyage. Bien évidemment, si votre corps il a moins de boulot, je dirais que voilà, ça augmente son potentiel énergétique, son potentiel vital. On lui demande moins de boulot, il est content, il nous remercie. C'est une bonne manière de commencer la journée. C'est la petite astuce
en plus du verre d'eau à rajouter quand on le peut. Et ça peut se faire ou le matin ou le soir. Voilà. Quand on sent que c'est un peu agressif, on peut peut-être arrêter 1 ou 2 journées et puis reprendre. Mais c'est quelque chose qui me paraît hyper utile et hyper facile à mettre en place. Voilà. C'est un petit outil qui se lave avec, si je me souviens bien, du vinaigre et du citron. Là, il est un peu brun, mon truc. Je le tramale partout. Ça peut devenir tout rose, hein, comme du cuivre tout neuf. Et c'est tout propre et c'est très, très bien. C'est en cuivre. Voilà. En cuivre. Voilà. Ça se trouve en magasin diététique, hein, assez facilement. Voilà. C'est pas un outil qui touche très cher, mais j'ai plus du tout d'idée du prix. Je me rappelle pas. Voilà. Donc une petite astuce bien-être et qui va au-delà du bien-être. C'est vraiment une astuce santé pour permettre à votre corps de l'aider dans son nettoyage, tout simplement. Voilà. Si après avoir gratté sa langue, on se gargarise avec un peu d'eau chaude, qu'après on prend notre bol d'eau chaude, effectivement, là, toutes les poubelles, on les amène dehors, hein, par toutes les portes qui sont possibles. Et je voulais, dans le même temps, parce que c'est un petit peu, ça se passe aussi dans la bouche, je voulais vous dire que souvent on a tendance à utiliser des bains de bouche, la plupart des gens utilisent quand même des bains de bouche, c'est souvent nécessaire, conseillé, on ne sait pas toujours pourquoi on le fait, et ça s'achète donc un peu partout, donc il y a un petit peu tout et n'importe quoi à mon sens. Donc moi je le fabrique moi-même, mon bain de bouche. Et il peut être très intéressant, ce bain-bouche, quand on a enlevé le maximum de poubelles pour aller un petit peu plus loin dans le nettoyage. On peut l'utiliser en bain de bouche à chaque fois qu'on s'est brossé les dents pour tous les gens qui ont besoin de se rincer la bouche. Ça va très loin dans le nettoyage et dans le côté thérapeutique, dans le sens où même si on a des caries, même si on a des abcès, le nettoyage que je vais vous proposer, avec les huiles que je vais vous proposer, permet même de venir à bout, dans certains cas, de ce genre de soucis. Alors, ça ne vous empêche pas d'aller voir, bien sûr, un dentiste, mais il faut savoir que en prévention, ça peut vous éviter d'aller voir un dentiste. Pendant qu'il y a un problème, on peut faire les deux en même temps, donc suivre les conseils d'un dentiste, voir ce qui se passe, avoir des mots et comment je dirais, des mots et le nom d'une pathologie ou de quelque chose qu'on a dans la bouche pour savoir à quoi on a affaire. Et en parallèle, si on fait ce bain de bouche plusieurs fois par jour, on peut même venir à bout des problèmes, je ne dis pas les plus graves, mais des caries qui ne sont pas trop encore conséquentes, certains abcès ou au moins pour enlever la douleur dans un premier temps. Voilà, il y a mon bain de bouche magique. Donc, je le prépare moi-même. Ça vient toujours d'un médecine ayurvédique, je crois. La base, c'est une huile végétale de sésame cru, idéalement. Mais ça peut être aussi une huile de pépins de courge. Moi, c'est celle-là que j'utilise là, l'huile de pépins de courge. Du moment que c'est une huile vierge, oméga 3, etc., je pense que ça fait l'affaire. Le sésame ou pépins de courge, généralement, je me cantonne avec ça. Je remplis un bocal comme ça, donc un petit bocal style pois confiture. Et dedans, je vais y mettre 15 gouttes d'huile essentielle de lavande. Lavande officinale ou lavande fine. 15 gouttes de ravinsara, ravinsaré, ça dépend comment on le dit. 15 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle ou giroflier. 15 gouttes de menthe poivrée, parce que c'est plutôt sympa comme goût. Et j'en oublie 15 gouttes d'huile essentielle de titri. Et là, vous avez un truc antiseptique magnifique qui n'est pas du tout difficile à mettre dans la bouche puisqu'il est hyper dilué. Et on a tous les bienfaits des huiles essentielles, en fait. Et on a un nettoyage avec l'huile qui va au-delà du nettoyage avec le dentifrice. L'un n'empêche pas l'autre, mais donc il s'agit de gargariser, de garder le mélange dans la bouche. Alors idéalement, quand on a vraiment un soin important à faire, idéalement on le garde 20 minutes dans la bouche. Et idéalement, on le fait 2 fois par jour. Donc, c'est un peu contraignant. Mais quand on n'a pas vraiment de soucis en prévention, même 1 fois par jour, et même si des fois, c'est que 10 minutes, ça va vraiment
aseptiser le terrain. Voilà, ça va garder la flore microbienne qui a besoin d'être là, ça va virer celle qui n'a pas besoin d'être là, qui serait potentiellement pathogène si on la gardait. Il faut savoir que votre corps est capable de faire le ménage et à chaque fois qu'on lui simplifie la tâche, à chaque fois qu'on améliore le bain, on va dire on est sur quelque chose qui va donner des résultats voilà, même d'ordre thérapeutique au-delà du bien-être que ça apporte, évidemment. Voilà, mes petites astuces. Ça fait beaucoup de petites astuces. Ça a l'air, quand on dit tout en même temps, c'est peut-être l'idée il faut des heures pour peut-être tout faire, mais j'avoue que si vous faites comme moi, si vous n'avez pas beaucoup de temps le matin, c'est un coup j'utilise une chose, un coup j'en utilise deux, un coup j'utilise l'autre d'un jour sur l'autre et on arrive toujours du coup à optimiser quand même ce nettoyage. Voilà, même si on ne fait pas tout tous les jours. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ça? Je suis sûre que j'oublie des choses, mais... Non, c'est clair, c'est du coup le petit rituel du matin. Voilà, ça fait partie des petits rituels du matin. Alors, on va le cracher dans le jardin, si on en a un, pour pas trop huiler tous les conduits, etc. Il m'arrive de cracher ça dans un mouchoir, pour pas salir trop mon lavabo. Enfin, on arrive toujours à trouver des astuces. Et si on en avale un peu, ma foi, ça n'a rien de grave. Voilà, c'est pas nocif. C'est pas nocif. Alors attention, ces huiles-là, quand même, ce sont des huiles, l'amande poivrée et le titri, il ne s'agit pas de l'avaler tout seul. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est comestible, mais ça veut dire que diluer dans autant d'huile quelques gouttes, et dans la mesure où on ne le boit pas, je veux dire, vous ne sentirez rien, ça n'est pas nocif, ça rafraîchit la bouche, c'est agréable. Voilà. Il m'arrive même dans la précipitation, parce que je suis quand même toujours un peu trop pressée, souvent, de me laver les dents avec mon mélange d'huile. Voilà, comme ça, je fais qu'une opération au lieu de 2 ou 3. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, du coup, quitte à vous parler de ce mélange avec lequel je peux me laver les dents, je fais quasiment, sauf exceptionnellement, j'utilise que des dentifrices, ou en tout cas une pâte dentifrice que je fais moi-même. Donc, on peut la faire à base d'huile. Idéalement, c'est la faire avec l'huile de coco parce qu'elle elle durcit avec le froid. Donc, vous pourrez préparer dans un bocal. J'ai un bocal tout prêt, je ne l'ai pas avec moi, là, je ne peux pas vous le montrer. Mais on peut préparer de l'huile de coco dans un bocal, y mettre des tas d'huiles essentielles, les mêmes que celle-ci, ça me paraît très bien, mais même si on n'en choisit que 3, dans à peu près les mêmes proportions. Et on laisse figer cette huile et du coup, on n'a plus qu'à mettre la brosse à dents dedans pour se laver les dents et on a un dentifrice qui est opérationnel. On peut se laver les dents aussi avec de l'argile verte. On peut se laver les dents avec le charbon. Alors, ça fait très bizarre au départ de badigeonner les dents avec du noir pour avoir les dents blanches, mais ça fonctionne et c'est plutôt une méthode très ancienne et qui fonctionne bien. Ça s'achète en poudre. Du coup, tu trempes ta brosse à dents dans la poudre, tu rajoutes une huile essentielle dessus. Moi, déjà, des fois, je le prépare, et puis c'est peut-être plus raisonnable de le préparer, mais bien souvent, je fais ça aussi à la va-vite sur la brosse à dents, pouf, 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 et je mets ça dans la bouche et j'y vais comme ça. Voilà. Le bicarbonate de soude aussi est très intéressant pour se laver les dents, un petit peu agressif, à mon sens, il ne faut pas le faire tous les jours. Voilà. Voilà les idées qui me viennent à la tête comme ça. Il y en a sûrement d'autres, mais voilà, c'est les plus faciles, les plus rapides, celles qui me viennent à la tête tout de suite. Ok. Voilà. La porte d'entrée de votre système digestif, c'est votre bouche. Et d'ailleurs, les anciens médecins, quand ils vous consultaient, ils regardaient votre bouche parce que l'état de votre bouche donne une information complète de l'état de votre système digestif en entier. La forme de votre langue, la couleur de votre langue, si elle est dentelée ou pas, si elle est souple ou pas, si elle est gonflée ou pas, l'état de vos dents, la couleur de tout ça, l'odeur qui sort de tout ça, donne un état parfait de l'idée de votre système digestif et du coup de votre état de santé. Ça marche. Ciao, ciao. Merci.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Serge Bassino pour le grand changement au quotidien LGC4. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un terme un petit peu particulier, d'un thème un petit peu particulier qui a trait aux réseaux sociaux et à certains dangers dus à la manipulation psychologique de personnes qui se servent justement des réseaux sociaux pour faire croire à leurs usagers que ce sont des commentaires ou des posts qui viennent justement de monsieur et madame tout le monde, alors que ces posts, ces commentaires, souvent les posts même, proviennent en fait de personnes qui ont tout intérêt à protéger, on va dire, l'absence d'information, on va le dire comme ça, ou à tout le moins, s'il n'y a pas absence d'information, présence d'une fausse information. Comme vous le savez, il y a des termes qui sont très à la mode actuellement, on appelle ça les fake news, autrement dit, des nouvelles qui sont fausses. Or, qu'est-ce qu'une fausse nouvelle finalement? Est-ce que les nouvelles qui nous ont été transmises depuis, sur des décennies, par les médias officiels, est-ce que ce sont nécessairement des nouvelles qui sont véritables, ou est-ce que ce sont véritablement les nouvelles que nous avons reçues? On pourrait se poser la question. Nous ne demandons jamais, et il ne viendrait à l'idée de personne, de demander ses sources à un journaliste. Parce que de la manière qu'il présente l'actualité, on est persuadé que c'est en effet ce qui se produit indépendamment de notre prise de conscience, qui est le sens réel et premier du mot actualité. L'actualité, c'est tout ce qui se produit indépendamment de notre prise de conscience. Comme nous ne savons pas ce qui se produit et que nous avons envie de le savoir tout de même, nous passons par les médias qui sont censés nous transmettre l'actualité telle qu'elle est et non pas une vision personnelle ou politisée de l'actualité. Or, ce qui se passe actuellement, c'est certain, enfin du moins, quand on a un minimum de bon sens, on s'aperçoit que l'actualité, même si ce ne sont pas des fausses nouvelles pour autant, ce ne sont pas toutes les nouvelles. On n'est pas obligé de mentir pour arriver à tromper les gens. Il suffit d'oublier, d'omettre certaines vérités, certaines parties de l'actualité, et de ne fournir aux usagers, à ceux qui écoutent la télé, les téléspectateurs, donc, uniquement certaines parties de cette même actualité. Donc ce n'est pas mentir, ou alors c'est mentir par omission, ce qui n'est pas vraiment un mensonge. Donc pour en revenir à ce qui se produit actuellement sur les réseaux sociaux, on voit souvent, et ça sera de plus en plus le cas, et c'est pour ça que je préfère non pas le dénoncer, parce que j'ai rien à dénoncer, mais juste proposer une version différente, parce qu'après tout, quand quelqu'un dit ce que je dis est vrai, ben, c'est lui qui le dit, et quand quelqu'un dit que c'est faux, ben, c'est lui qui le dit aussi. Il est évident que la seule façon pour les réseaux sociaux de savoir si un contenu correspond à l'actualité officielle, ben, c'est d'aller voir justement les médias, ou d'écouter les médias officiels, donc, qui ont été considérés comme officiels ou qui ont été officialisés et que nous sommes bien obligés de considérer comme officiels depuis, d'écouter les médias nous dire que non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas complet, c'est hors contexte, etc. etc. Bon, jamais les médias ne se sont mêlés ainsi comme ça des réseaux sociaux. Jamais on a eu même l'idée de dire à quelqu'un que ce qu'il dit était faux. Il le dit sous sa responsabilité, et puis les gens qui lisent ne sont pas plus bêtes que d'autres, et s'ils pensent que c'est vrai et alors que c'est faux, ben tant pis pour eux. Ça leur permettra de s'entraîner à faire preuve de plus de maturité mentale et de plus d'objectivité ou de discernement, appelez ça comme vous voulez. Mais là, on assiste à un véritable raz-de-marée, et ça fait des mois, c'est pas nouveau, et ça personne ne peut le nier, nul ne peut nier que c'est un véritable raz-de-marée de contre-information de la part des médias qui prétendent que la plupart des choses qui sont transmises, les infos qui sont transmises sur Facebook, par exemple, ou sur tout autre support comme Twitter, comme etc., leur but est de faire passer l'idée que ce ne sont pas les réponses officielles, que ce ne sont pas les informations officielles, parce que justement, les informations officielles ne peuvent venir que d'eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement tort, mais on est en droit de s'interroger, surtout depuis quelque temps où il apparaît des fake news qui ne sont pas vraiment d'authentiques fake news à mon goût.
Moi, je pense que ces fake news ont été créés de toutes pièces par ceux qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on accède à la vérité. Alors, il existe une astuce de manipulation mentale, une astuce psychologique qui est bien connue de ceux qui ont pour rôle de nous convaincre. Cette technique est relativement simple. Cacher quelque chose qui est en train de se produire, c'est un petit peu risqué, parce que à la fin, on saura que ça s'est produit, et on saura surtout que ça a été caché. Mais accuser une information d'être fausse alors qu'il s'en produit une vraie, on ne peut pas accuser la personne de mentir sur l'information, de mentir sur l'actualité, mais on peut simplement se féliciter qu'elle nous fasse, qu'elle nous fasse comprendre que c'est une fausse information. Alors je vais donner un exemple tout bête. Imaginons qu'il apparaisse une photo qui montre des milliers de personnes en train de manifester devant une préfecture, devant tout autre bâtiment, ou sur un parking, ou dans les rues. Alors on va voir des rues noires de monde, etc. Et on va dire, regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe en Italie, ou mieux, ou pire, regardez ce qui se passe à Paris, en France. Bon. Et de suite, il va y avoir quelqu'un qui dit « Attention, cette image n'est pas d'actualité, ce n'est pas une fausse image, mais ça correspond à des choses qui se sont produites il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois en arrière. » Alors du coup, la personne qui met cette image et qui a marqué que c'est ce qui se passait actuellement, donc dans l'actualité, ce qui se produit, si par exemple on est le mercredi 6 janvier, comme l'affiche mon ordinateur, bon ben alors ça s'est produit ce matin, ça s'est produit cet après-midi, et donc on se dit... Voilà ce qui est en train de se produire, parce que quand c'est dans la journée, on peut dire que c'est en train de se produire, ou que ça s'est produit voici peu. Et il est évident que si la personne se trompe et qu'elle met une image qui est fausse, qu'elle a, on va dire, colporté une idée qu'elle a pris ailleurs et qu'elle n'a pas vérifiée, bien sûr que, comme on nous a demandé de vérifier nos sources, maintenant c'est rentré dans la tête. Donc les gens, ce qu'ils font, ils vérifient. Bon. Seulement, il y a juste un problème, c'est que s'ils vérifient une fausse source, une source mauvaise, une image qui a été postée par vous ou moi, autrement dit, simple kidam, qui ne connaît pas grand-chose mais qui a envie de partager l'information, il est certain que je peux, moi, faire une erreur et mettre une image qui est fausse, non pas dans le sens qu'elle n'a jamais existé, ou c'est un trucage, ou que c'est passé par Photoshop, ou que sais-je, mais simplement, c'est pas d'actualité. Je vais montrer une image qui a 2 mois, et je vais dire ça se passe maintenant. Donc quelqu'un qui viendrait en disant c'est un fake news, ben, il aurait dans un sens raison, puisque c'est passé il y a 2 mois et non pas maintenant. Donc fort de ce principe, au départ, il y avait de véritables erreurs. Il y avait des gens qui se précipitaient un peu trop de partager des informations sans vérifier. Bon, ils auraient peut-être dû le faire. Mais comme c'est passé, parce que c'était vrai, quand vous voulez manipuler quelqu'un, c'est facile, vous lui annoncez 2 choses. La première, il faut qu'elle soit vraie et vérifiable, et la seconde, vous pouvez y faire avaler n'importe quoi, parce que le subconscient aura retenu l'idée que la première info était bonne, et il n'y a aucune raison de remettre en cause la seconde. Parce que si on passe pour un abruti, alors qu'on met... on remet en question le degré de véracité d'une première proposition, on n'a pas envie d'être 2 fois bête, si la deuxième fois il y a une seconde proposition, on n'a pas trop envie de vérifier et de passer à nouveau pour un imbécile. Donc ce qui se passe, c'est que tout à fait naturellement, l'esprit, le cerveau, appelez ça comme vous voulez, ou le subconscient qui serait plus exact, va s'appuyer sur le passé, c'est-à-dire sur la compréhension que la première info était vraie, donc il retient le mot vrai, info vraie. Et quand on donne la seconde info dans la même phrase, ou très peu de temps après, il va partir du principe que si la première était vraie, la seconde est vraie aussi. Il va raisonner par déduction et par association d'idées, donc comme raisonne d'ailleurs le subconscient. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, je ne remets pas en cause le fait qu'il y a eu des gens qui ont été imprudents, qui ont partagé des infos sans trop vérifier. Et certaines infos, c'est vrai, étaient un petit peu étaient sujettes à caution. Mais voilà que maintenant que la chose est posée, que notre subconscient à tous a bien retenu qu'il faudrait se vérifier les sources, parce que des fois il y a des fausses informations, pas par volonté de nuire ou tromper, mais simplement parce que la personne a été étonnée par ce qu'elle lisait, elle a trouvé ça judicieux de suite se précipiter, avant qu'un autre le fasse peut-être, de partager une info, parce que c'est vraiment quelque chose de géant, de magnifique, de sublime, avec tous les lieux communs qu'on peut ajouter, tous les superlatifs. Donc du coup, les gens vont se précipiter dessus, dire « Waouh, si c'est vrai, c'est extraordinaire, mais est-ce que c'est vrai ?» Alors, certains vont aller vite vérifier, parce qu'ils adorent ça, de regarder les sources, et ils vont dire « Ah ben non, la personne s'est trompée, ou elle est allée un peu trop vite, elle aurait dû vérifier. » 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, ok.
C'est rentrer dans le domaine du subconscient. Maintenant, si moi je veux manipuler, qu'est-ce que je vais faire? Imaginons que je fais partie, je ne vais pas dire de l'état profond, n'est-ce pas? Il ne faut pas en parler de ça. Mais que je fais partie d'un groupement d'individus qui n'ont pas envie qu'on sache certaines choses. Par exemple, je n'ai pas envie qu'on sache qu'actuellement, là, maintenant, sur le Trocadéro, il y a des milliers de gens qui se rassemblent. Bon, il ne faut surtout pas qu'on le sache. Ça pourrait donner des idées à d'autres. Alors, je vais mettre une photo, comme quoi il y a un rassemblement au Trocadéro, mais qui a 2 mois, qui date de 2 mois ou de 6 mois. Donc je vais faire exprès de mettre une vraie photo, mais antidatée pour ainsi dire, c'est-à-dire qui date de 2 à 6 mois en arrière. Donc les gens qui vont voir ça, ils vont dire « Waouh, super !» Les gens se rassemblent au Trocadéro actuellement, c'est-à-dire le 6 janvier, encore une fois. Alors il y en a qui vont vérifier et qui vont voir que c'est faux. Non pas que l'information dans l'absolu est fausse, mais que cette image n'est pas d'actualité. Alors ils vont dire, attention, cette image a 2 mois, 6 mois, etc. Et donc les gens vont être déçus, et ils vont détourner leur attention d'une info qui par ailleurs est vraie, puisque en effet, au moment où la personne poste ça, il y a vraiment une manifestation au Trocadéro, sur la place du Trocadéro, mais elle ne veut pas que ça se produise. Alors comme elle est bonne en manipulation mentale, et qu'elle a de la psychologie, elle va se dire, si je poste une vraie fausse info, ou une info décalée dans le temps, les gens, quand ils vont voir ça, ils vont être déçus, ils ne vont pas chercher plus loin. Et en effet, que font les gens? Ils disent, c'est une fausse info, c'est un fake, c'est ceci, cela, et hop, ils passent à autre chose. Ce qui fait que l'info qui aurait pu avoir un impact si elle avait été offerte dans le live, dans le mouvement, dans le même temps, ben cette info perdra de son intérêt parce qu'elle sera peut-être comprise des jours ou des semaines plus tard. Voilà. J'avais envie de vous parler de ça pour vous montrer qu'il n'y a rien de plus facile que de tromper les gens. Il suffit de se servir de certains principes du fonctionnement de l'esprit et savoir en particulier que la meilleure façon de mentir, c'est encore de dire la vérité, mais de le décaler dans le temps. Autrement dit, vous dites qu'un tel a fait quelque chose, parce qu'il a vraiment fait quelque chose. Mais vous prenez une info que la personne sait datée d'il y a 1 an. Alors elle va dire, mais on le sait, ça fait 1 an qu'on le sait. Et donc elle va se détourner et l'autre pourra faire ses bêtises en toute impunité. Vous voyez un petit peu l'idée. Bon, en gros c'est ça. Alors, c'est intéressant d'attirer l'attention des gens à ce niveau-là, d'arriver à leur faire penser qu'une info est fausse parce qu'elle est décalée dans le temps, alors qu'elle pourrait être vraie. Elle est vraie, mais elle est décalée dans le temps. On pourrait fouiller, aller derrière et dire « Mais est-ce que ça pourrait pas être une intention malveillante? Pourquoi pas ?» Parce que toute intention n'est pas nécessairement bienveillante, même si elle en a l'aspect extérieur. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Alors, j'aimerais aussi, avant d'en terminer avec cette courte vidéo, vous parler d'autre chose. Souvent, on nous dit, il faut vérifier les sources, il faut vérifier les sources, il faut vérifier les sources. Bon. Mais qu'est-ce que vérifier les sources, finalement? Si ce n'est s'en remettre aux connaissances, au savoir, au discernement, à l'intelligence, là c'est pire que tout, d'un autre que soi. Parce que si vous vérifiez les sources, bien sûr, l'idée, la démarche en elle-même est excusable, je dirais. Non pas qu'elle est positive, mais elle est excusable parce que la personne, elle ne le sait pas, elle veut savoir si c'est vrai. Mais puisqu'elle ne le sait pas, comment peut-elle savoir si c'est vrai? Même en vérifiant des sources, que sait-elle sur ces sources? Que connaît-elle au propos de l'origine de ces sources, si je puis dire, même si c'est un petit peu un pléonasme? Est-ce que la personne est correctement sourcée? Est-ce que la personne elle-même a vérifié les sources qu'elle propose? Et puis c'est quoi une source? Est-ce que parce que Napoléon est censé avoir dit quelque chose, est-ce que nous étions là? Est-ce que nous l'avons entendu? Donc la source la plus fiable, c'est toujours la nôtre. C'est celle qui, sans jouer non plus au Saint Thomas, c'est celle qui consiste à être témoin, témoin auditif, témoin visuel, mais témoin d'une information, ou mieux encore, être sa propre mesure, son propre maître à ce niveau-là. C'est-à-dire que maître dans le sens de mesure, pas maître dans le sens de la maîtrise. Mais c'est vrai que la maîtrise, finalement, consiste à se mesurer soi, et à se mesurer à la mesure de soi-même. Donc si on nous demande de vérifier les sources, moi quand on me dit ça, je ne le fais pas. Je suis ma propre source. J'assume, attention, je prends les risques. Je me dis, voilà, moi je pense que c'est vrai, et si c'est faux, tant pis, je me suis trompé. Mais au moins j'aurais pu vérifier ma capacité à discriminer, à discerner, ma capacité à me servir de mon intuition, ma capacité à être ma propre source.
Donc je comprends l'idée, attention, je ne fais aucun reproche à ceux qui vérifient les sources, mais j'ai envie de leur dire, que savez-vous à propos de ces sources? Si moi je vous dis une chose, et que vous pensez que c'est faux, vous allez vérifier, mais si cette info vient de moi, et qu'elle me concerne, comment pourriez-vous trouver d'autres sources plus objectives que la mienne? Même si la mienne, dans l'absolu, n'est peut-être pas objective, puisque justement c'est la mienne, mais c'est la plus proche du niveau d'objectivité minimal, je dirais. Hein, la personne est censée savoir ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a fait dans sa vie, ce qu'elle n'a pas fait, quels sont ses torts, etc. Donc on voit bien que à la base des recherches de sources, il y a un double manque de confiance. Premièrement, il y a un manque de confiance en soi, parce qu'on écoute quelqu'un parler, et avant même de ne pas lui faire confiance, parce que la recherche de sources, autant dire à quelqu'un, je te crois pas, parce que c'est ça. Hein, on a beau être poli, dire bon, je veux bien te croire, mais quelles sont tes sources? Autrement dit, je te crois pas. Voilà, il suffirait d'être franc et de dire je te crois pas, quelles sont tes sources? Bon. Maintenant, si on dit à quelqu'un quelles sont ses sources, c'est qu'on ne le croit pas. Et pourquoi on ne le croit pas? Vous savez qu'on a tendance à projeter ce qu'on a dedans à l'extérieur. Ben, si on ne le croit pas, c'est qu'on ne se croit pas. Et si on n'a pas foi en les autres, c'est qu'on n'a pas foi en soi. Parce que si on avait foi en soi, nous serions encore une fois, même d'une manière indirecte, nos propres sources. Alors qu'est-ce qu'une source indirecte? Ben, si c'est qu'un sujet, si je lis, entends une chose qui ne me concerne pas directement, je vais être obligé de faire usage d'un minimum de discernement, d'un minimum d'attention, de réflexion, d'intelligence, ou appelez ça comme vous voulez, mais je vais être obligé de faire appel à mes réserves. Donc je vais m'en servir, donc je vais les user, je vais les faire sortir, et je vais donc les employer, et donc me muscler en termes de discernement et de ressenti. Si mon ressenti est mauvais, que par la suite je m'aperçois que je me suis planté carrément, c'est pas grave. On est tous des humains, on n'est pas là pour être parfait, on est là pour être parfaitement humain, ce qui est très différent. Hein, je vous laisse savourer la distinction entre les deux. Donc, vérifier les sources, non. Nous devons apprendre, il est question, dans le grand changement quotidien, de souveraineté, il est question d'autonomie, il est question... je me vois mal faire allusion à ma propre souveraineté, à mon sens de l'autonomie, donc me débrouiller seul, et en même temps demander à quelqu'un, cite tes sources. Mais je ne responsabilise pas nécessairement quelqu'un en lui disant cite tes sources. Je me mets en danger de suivre une autre source que la mienne. Or, le début de la souveraineté, le début de l'indépendance, le début de l'autonomie, je m'excuse, mais bien sûr que je peux être autonome parce que j'ai de l'électricité gratuite, parce que j'ai ma propre eau, je récupère l'eau de pluie, je plante mes choux, je ramasse mes carottes, c'est très bien. Moi, c'est pas mon domaine, j'y connais rien, donc je vais pas parler de ça tout en sachant que c'est l'idéal, bien sûr. Mais en même temps, je me dis, pouvons-nous vraiment trouver l'autonomie, la véritable autonomie, à l'extérieur? Est-ce que cette autonomie ne commence pas par nous-mêmes? Et dès l'instant où on réclame des autres qui citent leurs sources, on réclame des autres qui nous aident à nous abuser, qui nous aident à rester dépendants des autres, donc dépendants de ces fameuses sources. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pas une vérité absolue, c'est une idée, c'est une proposition, c'est une autre façon de penser que je vous propose. Vous en faites ce que vous voulez, vous l'acceptez ou pas, vous la critiquez ou non, c'est pas un souci. Vous êtes libre, autant que vous pouvez l'être en tout cas. De même que moi j'étais libre de vous proposer cette version, et vous êtes libre, vous, de l'accepter ou non. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et je vous dis peut-être à bientôt.